Je suis toujours déçu. Même les trucs que j'ai fait de bien cette année. J'ai fait l'UTMB, je l'ai bien fait. Le Koulamamène, je l'ai bien fait. Ultra 01, j'ai bien fait. L'UT4M, j'ai bien fait. Et pourtant, je suis déçu sur chacune de ces courses parce que j'ai des causes qui font pour lesquelles j'arrive à être déçu. L'UTMB, je fais le col ferré. Bah, en plus, on s'y est croisé. Le col ferré de l'enfer. Je suis un zombie. L'UT4M, je réussis les 3 premiers massifs. Le 4e, je le foire complètement. L'Ultra 01, je bats mon propre record. C'est excellent. Mais je suis encore à une demi-heure du record de Grégoire. Est-ce qu'il n'y aura pas toujours un truc comme ça sur Mais des courses? Il y en aura toujours. Imparfaite par nature. Il y en aura toujours. Et je serai toujours déçu de cette imperfection. Mais c'est pas grave. C'est pas grave d'être déçu. Il n'y a rien de mal dans le fait d'être déçu, je pense. Et se sentir arrivé au sens arrivé du terme, au sens réalisé du terme, se sentir réalisé d'un truc, je pense que c'est nocif, quoi. Enfin, ou sinon, c'est vraiment qu'il faut que tu t'arrêtes. Si tu considères que tu es arrivé, arrête complètement. Et parce que ça en vaut plus la peine, quoi. Si à la fin d'un truc tu dis que tout a été bien, c'est un peu naze. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce premier épisode de 2023 Alexandre Bouchex, que vous connaissez très probablement sous le nom de Casquette Verte. J'avais déjà eu l'occasion de recevoir Alexandre dans l'épisode 3 de ce podcast. Il avait partagé alors avec nous sa Diagonale des Fous. Il a depuis parcouru beaucoup de chemins et vécu de nombreuses courses épiques. Il va nous en raconter 6 aujourd'hui pour cet épisode exceptionnel. Notre conversation a duré plus de 3 heures. J'ai donc décidé de découper cet épisode en 2 parties. Je vais donc écourter dès à présent cette introduction pour que vous puissiez vous plonger dans nos échanges. J'ai passé un très chouette moment avec Alexandre. J'espère que ça sera le cas pour vous aussi. Bonne écoute! Salut Alex, merci de me recevoir aujourd'hui pour ce premier épisode de cette nouvelle année de course épique. C'est un épisode un peu spécial, on va en profiter pour revenir sur les courses épiques que tu as faites depuis le 3e épisode. Tu m'avais accordé cette chance et ce plaisir il y a très longtemps d'être l'invité du 3e épisode de course épique. C'était encore un bébé podcast et il y a eu un certain nombre de courses épiques depuis, donc je me suis dit que c'était la bonne occasion pour en parler. Comment ça va Alex ? Très bien. Écoute, on commence 2023 sur les chapeaux de roue, hein. De toute façon, moi, ça s'est pas arrêté. Moi, tu vois, il y a des années civiles, il y a ces histoires comptables là, de 2021, 2022, 2023, mais moi, dans la réalité, depuis 2019, il n'y a pas eu trop d'arrêts, quoi. Il y a eu un moment où je me suis arrêté 2 semaines parce que je me suis fait une fracture, mais je La cours coupure tout est le une temps, notion qui n'existe pas chez toi. Non, mais c'est une notion qui va exister à un moment. Mais, par la force des choses, voilà. pas par choix. Voilà, si, d'une certaine manière, c'est aussi un choix de m'amener à cette coupure, mais de manière non volontaire, mais elle va arriver. Alex, on va parler aujourd'hui de 6 courses épiques parmi les nombreuses que tu as connues. On va gamifier l'expérience. Je te proposerai un adjectif et ce sera à toi d'associer la bonne course avec l'adjectif qui lui correspond le plus. Et puis voilà, on va en déclencher comme ça 6 qui vont nous amener jusqu'à la toute dernière qui est la Lyon-Saint-Élion. Sur chacune d'entre elles, je ferai une rapide présentation comme traditionnellement, un peu plus courte. Et il y aura aussi à chaque fois une question qui pique. Donc ça va faire 6 questions qui piquent. Ok. Ça te fait pas froid aux yeux. Non, mais c'est pas. Écoute, j'espère que tu as 24 heures d'enregistrement devant toi parce que d'habitude, je parle beaucoup pour ne serait-ce qu'une seule course. Alors là, 6 courses, oui, sachez-le, hein, si vous nous écoutez, là, préparez plusieurs sorties. Hein, dites-vous que ça va durer minimum 7 à 8 heures. Je vois Guillaume, je lui ai servi beaucoup de café là. Un ultra podcast. Exactement. Parce que là, c'est le petit-déj, on essaie de finir d'ici l'apéro, quoi. Je suis chaud. Là, je suis encore plus chaud. Là. Alex, on dit qu'on est en 2023, en réalité, on est quand même le 26 décembre. Ça s'invente pas, c'est aujourd'hui la Saint-Étienne, tu vois. Il n'y a pas de hasard. C'est la Saint-Étienne. C'est la Saint-Étienne. Saint-Étienne, le vert et tout. J'ai mon petit bonnet de micro qui est vert aussi. Spécialement pour l'occasion. Petite bonnette, rien que pour toi, associée à ta casquette. Le 26 décembre, c'est aussi la date de naissance de plusieurs personnes. Hugo Loris, Jared Leto,
Fabrice Drouel, animateur d'Affaires Sensibles, je sais pas si tu écoutes ce genre de comme podcast tous les aussi. trailers, Affaires sensibles. Et Lars Ulrich, le batteur du groupe Metallica, avec lequel de ces 4 personnages aurais-tu aimé passer une petite soirée d'anniversaire un peu délurée? Hugo Loris, Jared Leto, Fabrice Drouel ou Lars Ulrich? En fait, pour la soirée, je répondrais quand même Hugo Loris parce que moi j'ai un grand respect pour les gardiens, que ce soit les gardiens de foot, les gardiens de handball, les gardiens du temple, les gardiens, les gardiens de secret, les gardiens de grotte, les gardiens de musée. J'ai un grand respect pour les gardiens. Dans les gardiens de but, ça m'a toujours inspiré. Moi, j'ai toujours été un fanatique. On avait parlé de Zidane à une époque, mais Barthez, le divin chauve, moi c'est aussi je suis très très grand fan de ce mec-là. Il était gardien de l'équipe de France en 98 et en 2000. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il était aussi fumeur à ce moment-là et qu'il planquait cette relation avec la cigarette. Et je suis retombé là récemment en plus sur une photo de lui où il est en train de fumer dans le lit à Clairefontaine. Et je me dis, mais voilà, c'était une autre époque. Non, je veux pas me la jouer vieux con. On a 2 doigts du c'était mieux avant là. Voilà, on a failli tomber dedans. Mais non, parce que je pense qu'en fait, il y en a qui continuent à le faire. Hein. Voilà, on a un joueur qui a peut-être un ballon d'or et qui a aussi une chicha dans la main droite. Voilà, hein, on le sait qu'il y a une histoire là-dessus. Mais ouais, je suis très gardien, donc Hugo Lloris, et en plus, malgré qu'il soit énormément critiqué, il a juste, je crois, 147 sélections. Il a fait gagner une Coupe du Monde à la France, finaliste une autre fois, finaliste de l'Euro. Voilà, il a fait le boulot. Il a fait taire, donc moi j'aime bien les gens qui font taire aussi. Alex, quand je t'avais reçu dans cet épisode numéro 3 il y a 2 ans et demi, tu t'étais présenté. Donc je vais t'épargner un petit peu la présentation aujourd'hui. Je te propose de la réécouter, de la faire réécouter à nos auditeurs. Il y a 2-3 informations qui sont glissées de façon inattendue dans cette description. Je te laisserai me dire peut-être s'il y a des éléments qui ne sont pas tout à fait justes dans ta biographie. Attention, c'est parti. En dehors d'être casquette verte, moi je suis Alexandre, j'ai 28 ans, je suis parisien. J'ai fait mes études aux États-Unis, à l'est de l'Indiana, dans l'université de Vincennes, et j'ai fait un cursus de gestion et technologie de l'industrie du bowling. Je travaille dans une grosse boîte de communication extérieure. Je suis chef de projet système d'information, donc très éloigné de la course. Et plus sur la course, grosso modo, je me suis mis à courir il y a maintenant 5 ans, un peu par hasard, et puis je suis rapidement tombé dans l'ultra. J'ai suivi un protocole de désintoxication en République tchèque, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, l'ultra fait complètement partie de ma vie au quotidien. C'est quoi les 2-3 courses qui t'ont le plus marqué jusqu'ici ? J'en ai fait plein et j'en fais plein et il me reste plein à faire surtout. Moi, je suis vraiment un malade de courses urbaines et surtout des formats très courts. C'est vraiment ça que j'affectionne le plus. Les gros trucs marquants, c'est dernièrement, il y a la Lyon-Saint-Élion qui est donc l'aller-retour de la Saint-Élion. C'est un 152 km où j'ai gagné, donc c'était un bon gros moment. Et juste avant ça, en fait, si c'était un bon gros moment, c'était parce que je participais à l'UTMB 3 mois plus tôt et sur cette UTMB, je me suis fracturé un orteil, le gros orteil, au milieu de la course. En essayant de faire un croche-patte à Xavier Thévenard qui essayait de me dépasser. Donc j'ai dû abandonner 70 km plus tard. Mais donc il y a eu 2 gros moments qui sont suivis. C'était une bonne fracture sur l'UTMB, suivie de cette victoire sur la Lyon-Saint-Élion. Donc c'était un peu de bas et après derrière beaucoup de haut. Je fais pas que des courses officielles avec des dossards. J'aime bien aussi m'organiser mes propres courses, mes propres off. Alors à part ton âge, est-ce qu'il y a des choses qui sont pas tout à fait justes ? J'ai entendu parler de Polytechnic School of Vincennes, bien évidemment, donc dans lequel j'ai suivi un superbe cursus de bowling. Effectivement, j'ai vécu en République tchèque, il est vrai. L'histoire avec Xavier Thévenard n'est pas totalement vraie. J'ai d'abord en fait essayé de lui faire une clé de bras avant de voilà, forcément. Et tu avais mis des trucs dans ses flasques aussi, je crois. C'est l'esprit trail, le fameux esprit trail dont on parle. Non, mais c'est marrant parce que je trouvais que là, en réécoutant, putain, je trouve que j'ai vieilli. C'est terrible. C'était qu'il y a 3 ans. Je trouve que j'ai vieilli et que je manquais d'arrogance à l'époque. Non, mais j'avais l'air tout mignon, tout discret. De souvenir, je crois que j'avais enregistré un seul podcast avant et je pense que je commençais à peine à découvrir ce que c'était que les podcasts en tant qu'auditeur. Donc j'avais pas encore, je pense, très bien saisi l'exercice. Et puis les podcasts ont évolué aussi avec le temps et maintenant on les consomme et on les fabrique aussi différemment d'il y a 3 ans. Donc ça va être intéressant. Je vais me le réécouter tout à l'heure en courant cet épisode pour voir à quel point donc, j'ai mûri selon toi. Tu avais été très bien déjà. L'épisode avait super bien marché et puis moi je l'ai réécouté pour préparer notre échange. Ça marchait bien déjà. C'est parce que la course était incroyable déjà à l'époque. La course était assez épique, comme dirait le nom d'une certaine émission. Mais non, la course était bien et effectivement là, ce petit jeune homme qui parle avec
avec la casquette verte. Apparemment, c'était un phénomène en puissance. Donc ouais, je comprends que c'est bien marché. Mec, zéro humilité, j'adore. En plus, on était en distanciel. Je pense que ça aide pas aussi à la prise de parole de la même façon. C'était pendant le confinement, dans mon souvenir. Exactement. Premier confinement. Ouais. Je pense que tu venais de récupérer le tapis de ton voisin. Il était essoré. tu vois, d'ailleurs, les traces qu'il y a sur le parquet juste là, c'est de là où était le tapis. Et en fait, je suais tellement que ça a niqué un peu mon parquet. Là. Un marathon par jour, hein, c'est ça? Ou 2 peut-être? 52 km par jour 52. pendant les 52 jours. C'était un très bon souvenir. Voilà le décor que j'avais. En fait, il n'y avait pas ce meuble-là à l'avant, donc c'était juste un mur blanc. Et donc c'était vraiment... C'était long. Alex, depuis qu'on a échangé, le podcast il s'était enrichi d'une nouvelle rubrique. À l'époque, c'était la basket chinoise qui est devenue depuis le questionnaire de Proust. Donc, c'est 3 questions pour en savoir un petit peu plus sur toi en complément de ce qu'on a pu entendre. On va revenir sur tes courses, ton parcours. On aura l'occasion de le faire au fil de notre échange, mais c'est 3 questions un peu plus spécifiques. La première question serait quel est le talent que tu aimerais le plus avoir? Alors, voilà, déjà on va avoir un problème dès la première question parce que ça, et en plus je le répète souvent, mais je continuerai de le répéter, je suis persuadé que le talent ça n'existe pas. Donc celui que j'aimerais le plus avoir, ce serait celui qui existerait, mais pour moi il n'existe pas. Pour moi le talent c'est uniquement le résultat du travail que l'on met en place. Donc le talent que j'aimerais avoir, c'est peut-être de continuer à faire croire aux autres que j'en ai. Et a priori, ça marche parce qu'on me dit de temps en temps que ce mec, il doit avoir un petit peu de talent. Donc a priori, ça a marché. Donc celui que je rêverais d'avoir, voilà, c'est de continuer à faire croire aux autres que j'en ai. Donc tu penses qu'avec même la même quantité de travail, des personnes arrivent à peu près aux mêmes choses? Il y a une histoire quand même de capacité, de prédisposition, non? Je suis persuadé. Je pense que je n'ai zéro prédisposition, que ce soit dans ma génétique sportive, etc. Autour de moi, il n'y avait pas de sportif, il n'y en a jamais eu. J'avais pas comme la moitié des trailers des parents qui étaient des grands randonneurs qui les amenaient en montagne à partir de l'âge de 5 ans. Moi, c'était pas ça l'ambiance. Je faisais effectivement de temps en temps le parcours de santé, 1 heure de balade au bois de Vincennes avec ma maman. En termes de dénivelé, on le sait, c'est pas le grand col de Gravel est quand même à 23 mètres de dénivelé, donc effectivement on se doute bien que c'est spectaculaire. Quand on a fait ça dans son enfance, forcément ça doit déboucher sur des grandes capacités. Mais non, pas de prédisposition particulière, et je suis persuadé qu'en fait n'importe qui met la même intensité, mais régularité et envie en tout cas, peut atteindre le niveau, je sais pas si on peut dire le niveau, mais les performances non plus, mais les résultats du moins, ou les réalisations que moi j'ai pu faire sur les 5-6 dernières années. La seule différence, je pense, c'est dans mon éducation, il y a eu l'éducation de ne pas céder face à quelque chose qui paraît impossible, et ça te paraît impossible, allez, tu le tentes, et tu t'acharnes dessus, et donc voilà, c'est peut-être dans mon éducation où il y a un côté acharné, et déterminé, et ça tu l'as mis en pratique dans toutes les sphères de ta vie. Là on parle de sport, mais dans le boulot, dans ta vie perso, ça a toujours été ça depuis très jeune? Surtout, que ce soit quand je faisais du football, quand je faisais du skateboard, quand je suis rentré dans la vie étudiante avec les assos étudiantes, quand j'ai voulu faire un petit peu de Twitch très vite, je sais pas, au début quand j'ai voulu faire du Twitch, je voyais ces Twitchers, je me disais waouh, mais il doit y avoir un truc technique derrière, etc. De dingue, des heures de codage pour pouvoir faire un truc aussi compliqué, et ça me paraissait totalement impossible, et j'ai passé, je sais pas, 4-5 nuits blanches à traîner derrière mon ordinateur, et je me suis monté ma scène Twitch, et c'est au final très très simple à faire. Et donc en fait il suffit juste, plein de gens me disent comment il faut faire pour pouvoir passer de, comme toi t'as fait, de 30 bornes par semaine à 200 bornes par semaine et faire des ultras. Je dis, en fait, il suffit de le faire, quoi. Vous voulez faire un ultra trail, tu veux faire l'ultra trail, la seule chose que tu as à faire, c'est tu vas sur le site internet de la course, tu t'inscris, une fois que tu as ton dossard, tu as déjà fait grosso modo 70% du chemin, je pense. 20% restants, c'est l'entraînement qui va te mener à faire que tu peux prendre le départ, et les 10% restants, c'est la course. Mais 70% du chemin, c'est juste en fait avoir déclenché le fait de tenter le truc, quoi. T'es adepte de la progressivité, justement, quand on parle de passer de 30 à 200 km. Est-ce que toi, t'es du genre aussi à sauter les paliers, ou quand tu t'es construit dans ta pratique, est-ce que t'as fait des gros pas en avant, parfois un peu déraisonnables, ou est-ce que t'as eu quand même ce souci de faire les choses de façon très évolutive et de construire un peu ces avancées-là? Ah, tu vas pas aimer, après tu te doutes de la réponse. Des paliers, pour moi ça n'existe pas, il n'y a pas d'histoire de paliers, il n'y a pas d'histoire de trop gros bond. En fait, c'est trop gros bond par rapport à quoi, par rapport à qui, c'est par rapport à une pensée établie qu'on voit dans le monde de la course à pied, avec 2-3
allez, utiliser le mot sachant, c'est pas terrible, mais vrai ou faux sachant, je sais pas, mais qui ont établi qu'il y avait cette méthodologie, et donc on se compare par rapport à cette méthode. Moi, j'ai juste dit, bon, bah, ok, cette méthode et ces sachants, ils n'existent pas. Tu fais à ta sauce, tu apprends à ta sauce, tu échoues à ta sauce. Et à ma sauce, parfois, ça a monté en neige, parfois, la sauce n'est pas montée. Et c'est passé un peu pas comme dans du beurre. Je vais pas dire que c'était simple, ça reste jamais simple. Mais la progressivité, elle l'est de fait parce que tu peux pas passer de 30 bornes à 200 bornes comme ça. Mais elle a été allez, un peu violente de temps en temps, mais c'était quand même un plaisir dans cette violence parce que passer de 3 sorties par semaine à 7 sorties par semaine, ça s'est fait. Je pensais que c'était impossible, ça s'est fait. Et tu me dis, au mois même de là, il y a déjà 2 ans du confinement, que 2-3 ans plus tard, je courrais 200 bornes par semaine et que ça me paraît très simple. Je te dirais non, je te dirais il va se péter les genoux avant. Je me jugerais comme les gens je juge. C'est juste parce que avec le point de vue de départ, c'est impossible de se rendre compte que quelque chose qui paraît impossible à un instant T l'est. Et la seule façon, c'est de se prouver à soi-même que c'est pas impossible. Une fois que ça s'est fait, allez, next, on continue à avancer, quoi. Sur la blessure, est-ce que tu penses qu'il y a des façons aussi de se prémunir de ça? Est-ce que c'est aussi des choses que toi, tu considères pas juste, en tout cas les sachants dont tu parles aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'il y a des points de vue qui se défendent pas et qu'on peut s'en affranchir? Alors, là, ça c'est moi, c'est ma relation à la santé et à la médecine. C'est que j'ai un peu une relation de tu vois, je ne vais pas faire de bilan sanguin, etc., parce que je flippe en fait du résultat. Je préfère ne pas savoir. Et ne sachant pas, parfois on a une plus grande liberté et on est un peu plus tendre avec soi-même, et on va moins être frustré et moins devoir s'imposer des règles, parce que tant que tu sais pas, c'est bon, ça passe, quoi. L'exemple, tiens, on en parlait tout à l'heure dans mon introduction, c'était donc à l'UTMB. Je m'étais fracturé l'orteil, et tant que j'avais pas enlevé la chaussure, je pouvais me dire que ça passait. Une fois que j'ai enlevé la chaussure à Courmayeur et que j'ai vu l'orteil qui était violet noir, là j'ai compris que j'étais face au vrai problème. Oui, j'avais mal, il n'y avait pas besoin d'enlever la chaussure pour avoir plus ou moins mal, mais ne le sachant pas, ça pouvait continuer. Et donc je suis un peu dans ce rapport-là. Après, j'ai bien conscience qu'au bout d'un certain moment, même dans cette méthode de ne pas savoir, de fermer les yeux, généralement, voilà, je sais serrer les dents pendant 2-3 semaines et faire que peu importe le niveau de douleur que j'ai, pendant 2-3 semaines, j'ai continué. Au bout de 2-3 semaines, si ça n'a pas disparu ou si j'ai pas réussi à m'automédiquer, quand je dis automédiquer, moi mon automédication c'est Doliprane et Argilver, hein, donc tu vois, on est sur du gros soin. Dr House, je prends la relève demain. Mais donc une fois que ça ne fonctionne pas, parce que de temps en temps régulièrement ça ne fonctionne pas ou que ça part pas tout seul, là mon seul avis, il est d'aller voir des experts, et des experts de la course à pied. Et moi j'ai un podologue et un kiné, c'est les 2 seuls professionnels de santé que j'ai pu voir sur les X dernières années, avec mon généraliste qui est aussi en surpoids et qui me donne mon certificat chaque année. Bon, voilà, les 3. Tu les écoutes parce qu'aller les voir c'est une chose, mais derrière tu prends en compte. Mais qu'est-ce qu'un mec de 130 kilos qui n'a jamais couru, qui me signe un papier? Il m'a signé mon papier pour la Diagonale des Fous. La première fois, il m'a autorisé à le faire alors que j'avais ma fracture de l'UTMB. Donc je suis arrivé chez lui, j'avais une fracture à l'orteil, il le savait, je lui ai dit, il a vu la radio. Il m'a quand même signé mon papier pour faire la Diagonale. À un moment, il y a une irresponsabilité administrative. C'est ce que ça ajoute, tu crois, ou pas? Le fait que ce soit ton oncle? Ah non, j'aurais adoré. Si c'était mon oncle, ça serait beaucoup plus simple. Non, mais donc qu'est-ce qu'un mec comme ça peut. On le sait, il y a un problème administratif autour des certificats médicaux. On se voile un peu la face là-dessus, mais il y a quand même un gros foutage de gueule. Et les autres, par contre, je les écoute. C'est-à-dire que quand je vais voir mon kiné, c'est un kiné qui s'occupe de gens qui sont à l'INSEP, de personnes qui sont dans l'équipe d'athlétisme. Mon podologue, c'est quelqu'un qui s'occupe des joueuses de football, de joueurs de handball professionnels. Et donc, c'est des experts de santé qui sont habitués à voir des gens qui... Leur métier, c'est de faire leur sport. Donc, peu importe, mais dimanche, Zlatan, il joue. Donc, tu te débrouilles. Et eux, je suis pas dans cet extrême-là, mais eux, ils sont habitués à avoir des gens où, moi, je suis arrivé chez mon podologue, je suis venu en courant et je suis reparti en courant alors que j'avais extrêmement mal aux pieds. Mais pour eux, c'est normal d'avoir des gens comme ça. Et donc, ils me soignent en fonction de ça, c'est-à-dire que leurs soins sont établis avec un protocole qui doit pouvoir me permettre de continuer à pratiquer au quotidien. Deuxième question. Ouais. Parce que si on a pris plein de chemins de traverse, mais c'est bien. Ah, je dis, on a pas peu 25 heures. C'est sympa d'avoir posé ta journée pour cet entretien. Non, c'est les vacances.
C'est les vacances, C'est les effectivement. premières depuis combien de temps? Ah bah, là, c'est les premières c'est la première fois que je pose des vacances sans partir courir pour une course depuis, je pense, 2-3 ans. Ok, ça va. Ouais, non, putain, je suis pas bien là. Je vais peut-être me fabriquer un faux dossard. Je vais m'imprimer un bout de papier. J'ai marqué un truc UTM BV, le bois de Vincennes. Ouais. Et je vais me faire. En fait, tu rigoles, mais je pense que là, d'ici le nouvel an, ouais, je vais avoir du temps à faire. Je pense qu'il y a un moment où je vais avoir 7-8 heures et je vais me faire quelques tours du bois de Vincennes ou mon gravel en boucle. T'as passé les 10 000 km en plus là, Ouais, j'ai fait. En fait, tout récemment. c'est la 3e année où je les passe. Enfin, 2 officiellement, et une fois j'étais à 900 et des brouettes, enfin 9000 et des brouettes, donc voilà, en fait, Arrondi au-dessus. arrondi au-dessus, hein, ça passe. Et non, et là, je sais qu'il me reste encore quelques heures, mais donc d'ici que l'épisode soit diffusé, ça va être bon. J'ai encore 7 ou 8 heures pour atteindre les 1000 heures, et donc là, ça, je me dis, c'est encore plus drôle que 1000 km. Donc, On peut courir 1000 heures avec une personne, mais pas on 1000 peut pas. km avec. 1000 fois une ouais. personne. Ouais. Et- Ou à moins que, ouais. mais barrez-vous con de mime quoi. Et ce truc de 1000 heures en fait ça me permet juste de faire la division et je l'ai fait sur mon portable de diviser 1000 par 24 pour voir le nombre de jours où j'ai couru, et cette année j'ai couru 41 jours. C'est du 1er janvier, bah voilà, c'est comme si là on commençait, que du 1er janvier au 11 février je courais H24 sans dormir, et donc Tu reviens à temps pour la Saint-Valentin, c'est pas mal. Ouais, oui, mais comme chaque année, il y a le match du PSG qui est à peu près en même temps, donc je sais pas si c'est la Saint-Valentin ou match du PSG, moi je sais plus. Deuxième question, Yes, on y est. on y Quel moment a changé ta vie pour toujours? Il y en a plein, j'imagine, mais bah, il y en a plein. La réponse facile, ça serait le moment où j'ai gagné ma première course dans ma maman. On va dire comme ça. Le truc est assez atroce, mais là, c'est la première course gagnée. On a tous gagné une course dans notre vie et elle est là. Donc ça, je pense que ça a dû changer légèrement ma destinée, effectivement. Après, il y a le truc de mon collègue de bureau que j'ai rencontré. Et ça, si on parle de le moment qui a changé ma vie par rapport au sport et au trail, il y a cette rencontre. Le bon Ronald, je l'aurais pas rencontré. Clairement, je me serais pas mis à courir. J'aurais fait autre chose. Je serais peut-être un grand scientifique. J'aurais pu peut-être trouver des vaccins, etc. Mais non, j'ai préféré mettre un pied devant l'autre dans la boue. les deux sont peut-être compatibles, on sait pas. Il est encore temps. Ouais, je pense qu'il est toujours encore temps. Est-ce que je vais avoir une prochaine vie? Je sais pas ce que ça va être. Je mettrai autant d'implications que dans celle de la course à pied, mais je vais en avoir une prochaine. Donc, pour bien répondre à ta question, je vais ni répondre la première victoire dans maman, ni répondre mon collègue de bureau à la machine à café. Et juste pour revenir à cette rencontre-là, qu'est-ce qui s'est dit à ce moment-là? Qu'est-ce en qu'a fait, eu cette rencontre? Non, mais c'est en plusieurs étapes, mais vraiment l'image qu'il faut en garder, c'est vraiment l'image de la machine à café où on buvait notre petit café et il me racontait que lui, il courait 20-30 bornes ce week-end, qu'il avait couru 20-30 bornes parce qu'il préparait un truc qui s'appelle l'Éco-Trail de Paris ou la Lyon-Saint, je sais pas quoi là, et la Saint-Mé machin, là, un truc en décembre, et je pensais que c'était un menteur, et lui, il savait que je voulais me remettre au sport et il m'a amené courir 2-3 fois au bois de Vincennes. Et puis il m'a fait faire mon premier 10 km, mon premier semi, mon premier marathon. Et là il m'a dit hop, viens là, tu vas voir, il y a un truc, ça s'appelle la Saint-Élion, tu vas voir, viens. Et obligation de m'inscrire. Et voilà, j'ai été pris sous l'aile. Donc cette rencontre a fait que j'ai découvert ce sport. Mais donc le moment qui a changé ma vie, ça va être le prochain en fait. Je sais pas ce qui va m'arriver là dans les X années à venir, mais il y a un moment ou un autre, la course à pied, avec ce niveau d'implication, ça va être stop. Et je pense une fracture. Donc je pense que ça va être une chute, ce moment, une chute ou n'importe quoi, ou un truc les genoux qui explosent. Et je pense que j'aurai pas le mental que des François Daen ou des Kylian ont pu avoir ou ont actuellement, pour François, pour revenir au niveau. Et moi, je pense que je vais me servir de ce moment-là pour glisser vers un autre sujet. Et ça va être le moment, ce qui va se passer sur ce moment-là, qui va me faire glisser sur un autre sujet. C'est peut-être qu'une boule de bowling va passer à côté de moi, je vais devenir champion de bowling. Peut-être qu'une rencontre va m'amener dans un autre univers, mais ça va se passer comme ça. Tu acceptes bien cette idée-là? Ça te Ouais, fait peur ou tu es assez raisonné par rapport à ça? C'est la suite logique des choses. Enfin, j'ai toujours entendu dire que tu fonctionnais par cycle et par phase et que tu y allais très intensément, on l'a compris, dans chacune d'elles. Donc finalement, ce sera la fin d'un chapitre et tu l'acceptes plutôt sereinement?
Bah en fait, j'aurais des regrets par rapport à la course à pied. J'aurais du mal à l'accepter parce que j'aurais eu l'impression de ne pas avoir fait le tour. Là, j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour et plusieurs fois. Je suis pas lassé, pas du tout. Et je continue à m'éclater. C'est pour ça qu'en 2023, je vais autant m'éclater qu'en 2022. Mais à la base, j'étais venu faire un semi-marathon. Moi, j'étais pas venu gagner des ultras en montagne, avoir un personnage casquette verte. C'était pas ça le truc, quoi. Et ça s'est construit avec le temps. Et je m'éclate. Et je me suis éclaté. Et en 2022, je me suis encore plus éclaté que les années d'avant. Et en plus, bah, ça marche. Il y a des médailles, il y a des trucs. En soi, c'est rien, mais c'est bon. Le job, il est fait. Je peux me retourner en arrière et dire, ok, bon, c'est bien ce que tu as fait. Je n'ai pas de regrets à avoir. Et donc, bah, je pourrais facilement tourner la page, passer à autre chose. Et je reviendrai. Je sais d'avance que I will be back. Non, mais ouais, un peu comme Mbappé qui explique après sa Coupe du Monde, bah voilà, nous reviendrons. Voilà, dans le football, il n'y a pas d'âge. Dans le trail aussi, il n'y a pas d'âge. Et donc, revenir quand j'aurai 45-50 piges et refaire les courses que j'ai pu faire là. Ça va me faire rire d'avoir 50-55 piges, d'être sur l'UT4M, de parler à un petit bonhomme qui en aura 25, qui sera né en 2020. Et c'est même peut-être pas encore né quand on parle. Et je lui dirais, moi, mec, je l'ai gagné cette course. Il me croira pas. Et ça va être génial. Il y aura un podcast pour le prouver. Exactement, exactement. Cet accomplissement-là, tu le fais pour toi, tout ça? La raison, ce qui te porte et la satisfaction, c'est le plaisir du dépassement, c'est te prouver des choses, c'est t'en foutre plein les yeux, c'est vivre des trucs hyper intenses. C'est un peu tout ça? Je croppe un truc de ta question, c'est vivre des trucs super intenses, mais en fait pourquoi? C'est juste parce que ça me permet de me sentir vivant. C'est uniquement ça. C'est au quotidien on s'ennuie tous un petit peu, de plus en plus, parce qu'on a quand même un confort de vie qui fait qu'on est rarement dans des situations où tu te sens en danger. On est quand même dans enfin en tout cas en France, pour nous citadins avec notre système de sécurité sociale, etc., où on est quand même globalement dans une sécurité. Enfin, c'est pas de bol quand il t'arrive un truc en ce moment, c'est vraiment pas de bol, quoi. Et donc on a moins en moins d'adversité, et donc on se recrée de manière un petit peu égoïste de l'adversité, et on se le crée pour pouvoir se sentir vivant. Et donc je trouve assez ridicule de glorifier ça vs plein de gens partout ailleurs dans le monde où eux, leur adversité, c'est pas un jeu, eux c'est leur life, et c'est plutôt eux qu'on devrait glorifier vs nous qui ne faisons que courir en montagne en allant de Chamonix à Chamonix. Ça va, quoi. Ça se saurait s'il y avait des Yétis qui nous attaquaient, ou s'il fallait qu'on aille au puits nous-mêmes pour aller chercher l'eau. Il y a des gens qui nous donnent de l'eau dans nos flasques et qui ils me donnent du jambon, ils me donnent des bouts de cochon à 2000 mètres d'altitude, en m'encourageant. Enfin, c'est quand même si on prend du recul sur ce qu'on fait, c'est quand même assez débile. C'est vraiment franchement débile. Et on est quand même là où moi, on me considère arrogant, mais on est d'une arrogance par rapport au reste des gens qui galèrent vraiment. Donc, on fait ça pour être vivant. Enfin, en Il tout faut cas, qu'il y ait de moi. la difficulté nécessairement pour que tu te sentes vivant, une course qui se passe bien et qui est un peu trop simple avec tous les guillemets qui s'imposent. Il n'y a jamais de simplicité, ça n'existe pas. C'est là où tiens, en revenant à Zidane, si Zidane t'as l'impression que c'est simple et que c'est fluide, c'est parce qu'en fait lui il a tellement plus bossé que les autres que oui c'est simple et fluide pour lui, mais en fait dans la réalité faire le geste qu'il fait au moment où il le fait, c'est parce qu'il y a énormément de travail avant, et que il y a pas du génie sur le moment, mais c'est énormément de travail avant qui permet que sur ce moment-là il arrive à le faire, et c'est pas un geste simple à ce moment-là. Et ben là c'est pareil, quand en course t'as l'impression que moi j'arrive à un ultra, je bois mes bières, etc., et que c'était pépouze, 170 km avec 7000 de dénivelé entre Oyonnax et Oyonnax, et le mec il arrive, il fait son 3-6, il s'éclate sur Daft Punk. Ça a dû être facile pour lui, mais non, à chaque fois c'est terrible, à chaque fois ce n'est pas simple. On apprend à gérer cette complexité, elle n'est pas moins dure, c'est juste qu'on la gère mieux. Troisième question, ce questionnaire de Proust. Les 3 choses que tu emporterais sur une île déserte. Qu'est-ce que j'irais foutre sur une île déserte? Non mais sérieusement. Alors, en haut d'une montagne, perdu au milieu de nulle part. Alors, je pense que non, restons sur l'île déserte. Si je vais avoir des choses à prendre pour aller sur cette île déserte, je prendrai de l'eau, de la bouffe et un bateau. Mon idée, ça sera de me barrer de là, parce que je ne veux pas me mettre dans une situation où je sais que je vais me faire chier comme un rat mort. C'est juste pas possible pour moi. Donc je ferai tout pour fuir de là-bas. Ouais, vraiment simplicité de la réponse de je prends de quoi survivre.
le temps d'eux et je prends de quoi me Ciao, barrer. les gars. Et c'est pas grave, même s'il n'y a qu'une île déserte sur cette grosse planète et que je me barre vers un truc où c'est la mort assurée, eh ben tant pis, mais au moins je ne reste pas planté sur le sable à attendre que les choses passent. J'aurais pu dire oui, je prends une paire de baskets, mais non, mais qu'est-ce que j'allais faire? C'est bon, il va faire des trucs bêtes et idiots. Un système de chronométrage et puis hop, tu vois, c'est parti. Ouais, bien évidemment. Et puis qu'est-ce qu'il nous faudrait d'autre sur cette belle île pour rendre le truc sympathique? Et un t-shirt finisher, un t-shirt Très important. finisher de l'île, ça peut être très important. Il faudrait peut-être aussi 2-3 médias spécialisés dans les îles désertes et dans le running pour pouvoir en parler. Peut-être 2-3 marques aussi qui pourraient peut-être placer du sponsoring sur moi et on recrée un bel univers. Et puis un petit puce pour te suivre aussi, un suivi live aussi, des gens pour te Exactement. suivre sur ton île Des déserte. réseaux sociaux, une casquette peut-être. Bon, pas vert, je suis pas sûr que. L'idée a déjà été prise, je crois. Ouais, le vert, c'est pas bon pour le teint. Donc non, vraiment, ce truc de l'île déserte, je l'ai jamais compris. Je pense que c'est une question qui a été inventée par des gens qui sont frustrés, qui sont très frustrés parce que eux, ils n'ont pas la réponse pour eux. Et donc, un truc, donc toi, tu n'as pas la réponse, tu vas le poser à quelqu'un d'autre pour le piéger. Donc, c'est très mal ce que tu fais. C'est très très mal. Moi, je sais ce que j'emmènerai à peu près. Allez. Non, mais retournons forcément l'interview. Qu'est-ce que tu emmènerais donc sur une île déserte? Alors moi, j'emmènerais de la musique, tu vois, un système de son pour pas m'ennuyer. C'est un truc québécois. Bon, je sais pas si on dit système de son. Système de son. Pourquoi je fais l'accent? Je déteste les gens qui font l'accent québécois et je le fais en plus. Ouais, je t'ai déjà entendu le faire, je crois. Ouais, oui, sur un Twitch, un live Twitch récemment. Pas un tout, mais c'est pas bien. C'est pas bien parce que moi, je serais québécois, j'en aurais marre qu'un maudit français m'imite et mal en plus. Donc non, le système de son, je comprends. Je comprends parce qu'a priori, toi, tu pendant 6-7 heures par jour, H24, tu as de la musique dans les oreilles. Donc je comprends totalement parce que moi, avec l'album Homework des Daft Punk, tu vois, qui pourrait tourner en boucle toute la journée. Ouais. Ah, ok. J'ai eu la chance de les voir en live. Ah ouais, moi aussi. Tourné 2007. Toi aussi sur Moi, c'était à Belfort, c'était Alive. 2007, mais est-ce que c'était 2007 ou c'était au moment de mon bac de français? Pour la petite histoire. C'était pas la course épique, là, c'était avant la course à pied, là, c'était bac épique. 2007, t'es quoi? T'es né en 90? Ouais, c'est crédible. Ouais, c'était 2007 ou 2008, je sais plus, mais c'était bac français, j'étais en première. Donc j'ai débarqué à mon oral de français habillé comme un schlag et avec une valise. Et donc je suis rentré dans ma salle d'examen avec ma valise. Et elle m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit écoutez, là nous il est 10h30, ça se termine à 11h tous les deux. Et à 11h45, j'ai un train pour partir aux Eurocaines de Belfort parce que ce soir il y a Daft Punk qui passe. Et donc le matin, je me suis fait mon bac de français et le soir, je me suis fait Daft Punk. Backpunk, à vrai dire, j'ai préféré le concert de Daft Punk à Verlaine. C'était Verlaine, putain, c'était. Je sais pas d'où ça m'est revenu, mais c'était mieux Daft Punk. Je les emmènerai aussi sur une île déserte. Je pense que ce serait encore plus simple d'avoir ce concert éternellement en boucle plutôt que le vinyle. Quitte à faire, C'est pas faux. Mais eux, ils ont réussi à faire ce que moi j'ai envie de faire, hein, c'est d'arrêter. Par la grande porte. D'arrêter. Ouais. Je sais pas si c'est la grande porte, mais ils sont partis en tout cas. Ouais. Ils ont réussi à le faire, et donc ça c'est intéressant. Et la façon dont ils l'ont fait, c'est super intéressant en plus. C'était une grande tristesse le jour où ils ont annoncé leur séparation quand même. Ouais, bon, il n'y a pas de tristesse là-dessus. Oh là, je te vois sortir des petits papiers. Alors, c'est des petits papiers qui sont en plus contextualisés en mode Noël, puisque c'est au dos des papiers cadeaux. Ouais, avec des petits ours blancs dessus. Des petits ours blancs et puis des petits igloos, etc., des petites maisons. On va donc parler maintenant de tes 6 courses épiques. Merci Alex d'avoir fait cette introduction et réintroduction sur ton parcours. Ça va, on est dans les temps. Ah bah moi je te dis, je n'ai rien à faire. J'ai bloqué toute ma journée pour toi. Donc, On va donc y aller par ordre chronologique. Je te propose d'abord quelques adjectifs, si tu veux bien les lire. Je te les tends au fur et à mesure. C'est en random. On va les mettre devant nous. La plus imprononçable. Alors ça peut être aussi le papier le plus mal écrit, hein, c'est possible. Si tu arrives pas à relire, tu me dis. La plus fêlée. Il y a des jeux de mots après à chaque fois. Ouais. La plus kilianesque, je pense. Ouais. On parle duquel, le petit espagnol ou Tortue Ninja? La plus enchaînée. Attends, la plus enchaînée? Ouais, la plus enchaînée. Merde, celle-là je l'ai pas. Ah si, peut-être si. Ah, mais attends, mais il y en a plein qui peuvent aller sur plein de choses. La plus chemin de croix. Ouais. La plus brumeuse. Exactement. Et tu as 3 jokers. La plus féroce, c'est Joker. La plus rigolante. Rigolante, ça se dit ça? Ça se dit pas. Ça, c'est québécois, non, ça. Non ouais, c'est
Et celle-là non plus, elle se dit pas. La plus régalante. Ok. T'es prêt? Donc tu dégaines. Moi, je vais te donner un nom de course et puis tu vas lui associer l'adjectif que tu veux bien. Et puis ensuite, je la présente brièvement, une petite question qui pique et puis on va élaborer autour de cette course. On est parti sur l'Ultra 01 de 2021. On remonte le temps en juin 2021. Le voici, le voilà. Hop. L'Ultra 01 2021, donc ça c'est la première fois que je le gagnais dans mon souvenir. Première fois que je le gagnais. Ah, c'est difficile ça. Et pas de bonne ou mauvaise réponse. Hein. C'est ton feeling. Elle n'a pas été excuse-moi. très très simple. Bon, elles sont jamais simples. Ouais, on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai. Mais je dirais quand même la plus régalante. La plus régalante. Putain, j'utilise le Joker direct. Allez, Joker direct. Joker. On se refuse rien. Computer. Alors, petite présentation rapide. Donc, l'Ultra 01, c'est 4 épreuves. Il y a la course Rennes, l'Ultra 170 qui est au départ de Yonat. Tu en as parlé tout à l'heure. Tu as ensuite l'Ultra 100 qui est un peu l'épreuve d'entrée dans la sphère de l'Ultra Endurance. Ouais. Le 65 km avec un passage au cœur du parc naturel régional du Haut-Jura. Et enfin, le 45 km, un format marathon au départ de l'Elex. L'Ultra 170, il peut se courir en solo, ce que tu as fait, ou en relais de 8 coureurs. Il y a 3 bases-vies sur le parcours et 4 ravitaillements complets et 8 points d'eau. Au total, avec ses 7500 mètres de D+, l'Ultra 170 offre un parcours majestueux entre crêtes et plateaux rocailleux. Les plus beaux chemins de trail running du département de l'Ain mènent les coureurs vers les sommets mythiques de la région comme le Grand Credo. Tu vas nous en parler. Avant ça, une petite question qui pique, qui n'a pas de rapport avec la course, mais qui a un peu de rapport avec toi. Est-ce que tu sais combien mesure la plus grande casquette du monde ? J'ai 3 propositions pour toi. Putain, heureusement que tu as des propositions parce que j'aurais dit n'importe quoi. 1 mètre par 2 mètres 50, 1 mètre 58 par 3 mètres ou 7 mètres 20 par 4 mètres 60. Bon, 7m20 par 4m60. Bah, c'est décevant, non, c'est moins. C'est Ah ouais 1 mètre 58 par 3, ouais. Oh, bah, faut le faire alors. C'est une marque française. Bah voilà, un défi pour 2023. Ah, c'est une marque française. Attends, Ouais, qui est Benibla, commercialisée qui s'appelle marque indépendante de streetwear française, qui a posé des bougies sur un joli gâteau pour ses 10 ans, qui a décidé de faire cette plus grande casquette, voilà, selon le Guinness. Non, mais tu vois, dans le bois de Vincennes, une fois qu'ils vont faire une statue de moi de 70 mètres de haut, bah, il faudra une casquette. La casquette sera immense. Que ça. Ouais. Donc là, bah oui, c'est prévu pour quand la statue là, dans le bois on est en négociation en ce moment avec la mairie de Paris. On attend les réélections, mais après les JO pour pas faire d'ombre aux Jeux Olympiques. Bah, forcément. Faire d'ombre pour une casquette, ça serait vraiment un comble. Est-ce que tu penses que c'est une casquette pour les coureurs qui ont la grosse tête, en tout cas ce format-là? C'est très important. C'est très important. En fait, d'ailleurs, ma casquette n'est utile que pour ça. C'est pour pas que mon melon explose. C'est vraiment, elle est faite pour ça. Alex, est-ce que tu peux nous dire ce qui, ce beau jour de juin 2021, t'a emmené sur la ligne de départ de cette Ultra 01? Est-ce que je te fais un peu remonter dans le temps, mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller faire cette course? C'est une région que t'aimes bien, je crois. Alors déjà, j'adore la région, tout le massif du Jura est pour moi un endroit régalant, justement. On va essayer d'utiliser le mot régalant plein de fois. Mais régalant, pourquoi? Parce que c'est de la montagne sans être vraiment de la montagne. T'es perdu sans vraiment être perdu. T'as généralement une météo qui est régalante où dans le Jura on dit que en fait il y a 2 saisons, il y a le 15 août et il y a l'hiver et donc il y a tout cet univers qui est un peu rustre, mais il y a des gens, une population qui fait que cet univers, il a beau être rustre, tu t'y sens bien et t'es bien accueilli. Globalement sur le Jura. Et vis-à-vis de cette course, en fait, c'est parce que je l'avais faite déjà l'année d'avant. Je l'avais faite en 2020 et c'était une des rares courses où l'organisateur avait porté ses bolocs pour maintenir et donc réussir à être maintenu alors que tout était... C'est vrai qu'on a oublié que c'était quand même une période de confinement très instable encore. Ouais. Ah bah, c'était complètement instable, on savait pas. Enfin, c'était le genre de course où en 2020, l'année d'avant, 2 semaines avant, ils savaient encore pas si le préfet l'autorisait ou pas. Et donc, ils avaient réussi à l'autoriser et je m'étais retrouvé, j'ai fait 3e la première année. Je suis quand même très fort, hein. On parle d'une course, je te parle de celle de l'année d'avant. Et je termine 3e derrière Grégoire Kermer et Gédé Minas Grenius. Et là, je m'étais dit, ah ouais, c'est pas mal en fait, c'est beau podium, quoi. Prends-le en photo parce que tu n'en auras pas souvent des comme ça. Et donc à partir de là, je m'étais dit bon bah t'as fait 3 derrière ces deux ovnis. Non, c'est pas des ovnis, mais c'est derrière ces 2 humains très très forts. Donc l'année suivante, je m'étais renseigné, j'ai su qu'ils étaient pas là. Je me suis dit bon bah s'ils sont pas là, c'est bon quoi. La voie est ouverte. Et en fait, je me le suis dit, je m'en suis persuadé et j'y suis allé en mode tiens, t'as fait 3 l'année dernière, ça serait bien de tenter de gagner cette année. Donc j'y suis vraiment allé avec cette
cette mentalité que je ne me connaissais pas trop avant, parce que j'avais pas conscience que je pouvais gagner des courses en y allant pour gagner. Je vais gagner à Lyon-Saint-Élion avant, mais j'avais pas gagné de gros ultras. Et là, c'est le premier ultra en format 100 miles, si j'ai pas de conneries, oui. C'est le premier ultra en format 100 miles, un peu sérieux, avec un peu de montagne, que je gagne réellement et que je gagne sans... comment dire, pas sans difficulté, mais j'y vais et je crois que je dois arriver avec 1h30 ou 2 heures d'avance sur le deuxième et pareil sur le troisième, et donc où je ne me suis pas retenu, je l'ai refait depuis, je l'ai refait l'année dernière, je l'ai refait cette année, et même chose, j'y suis allé et je crois que j'arrive 2 heures avant le deuxième, et c'est un truc où je me suis rendu compte que sur le premier ultra 01, c'est un truc que j'aimais, c'est que quand je participe à quelque chose, mon but, même si j'y vais pour gagner, j'ai beau avoir 2 heures d'avance et il nous reste 10 km, donc c'est bon, je peux le terminer à cloche-pied, ça va le faire. Je continue à accélérer, à foncer, et c'est un truc que je me suis rendu compte au moment de cette course-là, c'est que on se bat contre nous-mêmes, on le sait dans ce genre de course, mais même quand tu es devant, tu continues à te battre contre toi-même, et ça, c'est un truc que je trouve au final agréable, comme je suis content d'avoir cette mentalité et de continuer à l'avoir, de pas me laisser tranquillement me mettre dans des petits nuages de confort, de savoir que allez, c'est bon, là j'ai course gagnée, on se calme. Non, de continuer à aller chercher ce truc, et c'est la première fois où, un, je gagnais, et deux, je m'en suis rendu compte. Donc c'est le souvenir que j'en garde de cette course. Sur la définition de tes objectifs, est-ce que tu as tendance à être précautionneux et mesuré? Est-ce que tu te minores un peu tes objectifs pour pas te mettre trop de pression? Est-ce que tu es prêt à les assumer? Là, tu dis que c'est la première fois que tu joues ouvertement la gagne. Est-ce que c'est quelque chose que tu te dis à toi-même facilement, ou est-ce que tu veux éviter de te mettre la pression et te dire humblement, je fais la meilleure course possible et je vais tout donner, je vais essayer d'être devant, mais c'est facile pour toi de te dire je peux être premier et là je m'arrache pour la gagner? Alors c'est jamais humblement, hein. J'essaye pas d'être humble ni d'être faux humble. Je sais que là-dessus, vraiment sur mon personnage, je suis tout sauf humble, ça c'est certain, et ça me dérange pas. Ton personnage ou Alex? C'est la même personne? Moi, c'est la même personne là-dessus. Il y a quand même 2-3 connexions entre ces deux personnes, Alexandre et Casquette. Il y a 2-3 trucs qui l'un a bien déteint sur l'autre. Même si Casquette me permet de faire plein de trucs que je peux pas faire en tant qu'Alexandre, ce qui est formidable. Le truc, c'est j'ai toujours fait, même à l'école, je sortais d'un contrôle, moi j'étais le petit con qui faisait ah putain j'ai foiré. Hop, non, cette fois-ci, je vous promets, j'ai foiré les mecs. Là, c'est. Je vais pas passer en 4ème. Hein. Non, là, c'est redoublement. Et on rend les contrôles, j'avais 18. Et ça a toujours été ça. Parce que j'ai toujours je pense que j'ai un problème. Il y a des années d'analyse à faire là-dessus, mais de psychanalyse. Je sais pas si c'est un problème, mais effectivement, je préfère me dire que c'est loupé, et avoir la bonne surprise ou du moins de l'affirmer, parce que socialement c'est plus facile à assumer, de dire je me suis loupé que j'ai réussi et vous allez voir le résultat. Donc j'ai toujours eu ce truc de sous-promettre et surdélivrer, parce que ça a un effet social qui est super intéressant, de surdélivrer, d'étonner, et c'est un truc que je ne suis pas humble, mais ce que j'aime, moi, c'est j'aime briller et j'aime surprendre. Et pour surprendre, il faut des effets. Surdélivrer est un effet. On ne s'y attendait pas et il l'a fait. C'est vachement mieux qu'il l'a fait. Et c'est quelque chose que je me suis rendu compte. Et le personnage Casquette Verte est quand même beaucoup là-dedans. Tout le monde savait là, que, grosso modo, que j'allais faire 10 000 km, mais il fallait l'amener un petit peu, le construire, le storyteller. Pour que ça soit intéressant, parce que sinon on s'en fout, hein, passer 10 000 km ou 9 000 ou 11 000, l'histoire est la même, c'est qu'un pied devant l'autre. Mais donc sous-promettre, surdélivrer, généralement sur les courses. Est-ce qu'il y a ce truc de ne pas te décevoir aussi? Est-ce que tu le fais? Là tu parles de socialement, là on parle des autres, mais même quand je gagne, à toi de te dire moins et aller plus loin que ce que tu imaginais, ou est-ce que tu sais déçu. Je suis toujours déçu. Même
les trucs que j'ai fait de bien cette année. J'ai fait l'UTMB, je l'ai bien fait, le Koulamamène, j'ai bien fait, l'Ultra 01, j'ai bien fait, l'UT4M, j'ai bien fait. Et pourtant, je suis déçu sur chacune de ces courses parce que j'ai des causes qui font pour lesquelles j'arrive à être déçu. L'UTMB, je fais le col ferré, en plus, on s'y est croisé. Le col ferré de l'enfer, je suis un zombie. L'UT4M, je réussis les 3 premiers massifs, le 4e, je le foire complètement. L'Ultra 01, je bats mon propre record, et c'est excellent, mais je suis encore à une demi-heure du record de Grégoire. Est-ce qu'il n'y aura pas toujours un truc comme ça sur il y des en aura courses toujours, qui il y en aura sera toujours. imparfaite par nature? Il y en aura toujours, et je serai toujours déçu de cette imperfection, mais c'est pas grave, c'est pas grave d'être déçu. Il n'y a rien de mal dans le fait d'être déçu, je pense, et se sentir arrivé au sens arrivé du terme, au sens réalisé du terme, se sentir réalisé d'un truc, je pense que c'est nocif, quoi. Enfin, ou sinon c'est vraiment qu'il faut que tu t'arrêtes. Si tu considères que tu es arrivé, arrête complètement, et parce que ça en vaut plus la peine, quoi. Si à la fin d'un truc tu dis que tout a été bien, c'est un peu naze, quoi. Donc derrière ça, on lit un extrême niveau d'exigence, obligatoirement. Je La pense. déception est à la hauteur de l'exigence que tu te mets, toi, sur chacun. Exactement, Il faut que exactement. tout soit parfait. Il faut parfait selon mon critère d'exigence. Et en plus, le truc qui est terrible, c'est que même si je faisais un truc que je considérais parfait avant le départ, je serais capable à l'arrivée de t'inventer des trucs pour t'expliquer à quel point ça a pu ne pas l'être. C'est pas chercher des excuses parce que je le mets pas dans ce sens-là, mais c'est de réussir à dire aux gens, ok, le prof il m'a mis 20 sur 20, mais ma copie elle valait 22, les mecs. Et ce 22, j'aurais dû aller le chercher. Et j'ai pas réussi, donc on va le retenter la prochaine fois et on va essayer de l'atteindre, sans que ça soit une obligation terrible et que si on ne l'atteint pas, c'est un drame national et on va faire mettre les drapeaux en berne. mais non, il y a ouais, ce truc de permanente insatisfaction qui est, quand on le considère pas comme quelque chose de nocif, et comme un frein à la création et au quotidien, c'est au final assez agréable d'être dans l'insatisfaction tout le temps, quoi. Au moins, quand tu l'acceptes, au moins t'as jamais de regret ou de remords de ne pas avoir fait. Donc c'est un moyen de se protéger, hein. C'est comme le fait d'être marrant, hein. Le fait d'être marrant, c'est juste un moyen de se protéger. Est-ce qu'il y a quand même certains aspects, certains moments où tu te sens accompli, où tu es surpris même favorablement parce que tu as réalisé, même si c'est pas la globalité, que tu vas aller toujours chercher les petits points d'amélioration? Est-ce que tu peux être aussi surpris positivement des choses que tu as réussi à accomplir et te satisfaire de ça? Ou est-ce que c'est juste tu valides des choses que tu avais décidé de mettre en place et que tu as réussi à l'atteindre d'un objectif? Ou est-ce que tu arrives aussi à te faire dépasser émotionnellement par des succès, des satisfactions, des plaisirs connexes à la course qui viennent enrichir l'expérience globale et qui font qu'elle est mémorable? C'est dur de me surprendre. Je vais pas te mentir. Alors, me surprendre moi-même, là, c'est très compliqué, parce que je m'anticipe. C'est bizarre de dire ça, mais je m'anticipe beaucoup. Donc souvent à l'avance, je vais dire un truc que j'ai jamais dit. Souvent à l'avance, cette année, tu sais, je fais des posts après mes courses, finisher, victoire, etc. Cette année, elles étaient quasiment toutes écrites à l'avance. Le texte était écrit à l'avance, et donc. Et c'est terrible parce que ça pourrait me porter un chat noir. Mais à l'avance, la Lyon-Saint-Élion, j'avais marqué victoire, 3 petits points, la 3e, 3 petits points, le temps avec XXXH, superbe course, c'était un petit peu brumeux. J'avais même écrit le descriptif de qu'est-ce qui allait se passer. Et souvent, je me plante pas. Donc j'ai du mal à me surprendre moi-même. Et en revanche, il y a quelque chose, c'est que j'adore être surpris par des agents extérieurs. Et ceux qui arrivent à me surprendre, généralement, ça devient soit ma copine, soit des très très bons potes. C'est me surprendre, c'est me séduire. Et c'est te bousculer aussi? Il faut que ça chahute un peu, faut qu'il y ait du répondant. Complètement. Si tu me bouscules pas, c'est pas très intéressant. Toi, c'est cool. Si on reprend les réseaux sociaux, c'est très cool d'avoir 1000 messages et d'avoir 995 messages de bravo, oh, quel monstre, etc. Mais c'est cool de les avoir. Il faut que ça existe, c'est intéressant. Mais peut-être le plus intéressant, c'est les 5 messages qui t'agitent. Bon, sur les 5, généralement, il y en a 4. Les mecs. Il n'y a rien à faire là, mais il y en a un où ça va être une critique constructive, etc. Et lui il faut l'avoir et il faut que ça bouscule. Et tu vois, je réponds jamais au bravo et je réponds toujours aux mecs qui me rentrent dedans, parce que c'est vachement plus intéressant pour moi de répondre à ça, quoi. Tu les reçois comment là, ces messages qui sont ceux qui chahutent un peu, donc il y en a qui sont constructifs, une partie qui ne le sont pas nécessairement.
Est-ce que tu t'es durci le cuir avec le temps? Est-ce que tu les apprends de la même façon aujourd'hui, là, quand ça chahute un peu sur les réseaux? On sait que tu es assez exposé et que voilà, tu prends parfois quelques coups auxquels tu réponds. C'est plus facile aujourd'hui que ça ne l'était? Oui, parce qu'au début, je prenais un peu à cœur les réseaux sociaux, mais après, au bout d'un moment, tu comprends que tu es beaucoup plus fort que ça et qu'au final, ça n'a strictement aucune importance. Et non, mais j'aime bien y répondre, j'aime bien rentrer dans ce combat, surtout en fait quand je sais ou je crois avoir raison et je veux vraiment faire comprendre à la personne en face que t'es bête, t'es idiot, réfléchis à ce que tu viens de me dire, mets-toi dans ma position et tu vas comprendre certaines choses. Là, en fait, ça me passe dessus. C'est rare qu'il y ait des critiques que je prenne mal, même les trucs un peu violents. C'est très rare que je le prends mal. Soit je trouve une excuse à la personne qui me l'a dit, je trouve une bonne excuse pour le fait qu'il ait prononcé ces quelques mots offensants. Soit de très très rares cas, je me dis peut-être qu'il a un tout petit peu raison là. Est-ce que parfois ça t'a fait changer un peu ton regard sur des choses? Complètement. Il y a quelques rares fois où c'est assez rare, on va pas se mytho, mais il y a quelques rares fois où j'ai le souvenir sur la cigarette. Je fumais et juste c'est un truc où j'avais décidé de moi pas en parler sur les réseaux parce que j'étais profondément au fond de moi, je savais que c'était pas bon, c'était nocif et je voulais pas donner cette image de c'est possible de le faire. Mais par contre, je me cachais pas. C'est-à-dire qu'à l'arrivée des courses, je suis un vrai fumeur. Donc, premier truc que je faisais, c'est que je m'enquillais un paquet de clopes. Et j'ai le souvenir que dans le Jura, justement, il y a quelqu'un qui, de manière assez paternaliste mais sympathique, est venu me dire tu sais que ça parle beaucoup et l'image que tu donnes, il y a des gamins, etc. Tu devrais pas. Et moi, je lui répondais comme un petit con, mais je fais ce que je veux, quoi. Enfin, c'est interdit de fumer ici, non? Bon, bah alors. Et il a continué en fait en insistant là-dessus et avec le recul il m'a fallu peut-être 5-6 mois de plus pour me rendre compte qu'il avait raison et que effectivement en fait et j'allais faire comme tous les gens devraient comme Fabien Barthez, c'est se planquer. Exactement, c'est se planquer pour pouvoir fumer, c'est terrible. Et donc c'est là où tu te rends compte que quand tu es obligé de te planquer pour faire un truc, c'est que même avec toi-même t'es pas d'accord avec ça, quoi. Donc voilà, c'est des petits mecs comme ça qui ont su-insisté en tout cas, alors je ne pousse pas les gens à venir me casser les couilles non plus, hein. Genre, venez pas me saouler pendant 1000 ans. Maintenant, dès que vous trouvez qu'il y a un truc qui va pas, n'insistez pas trop parce que bon, au bout d'un moment, ça me saoule et je réponds avec des grands coups de bazooka. Mais de temps en temps, ouais, des bonnes réflexions et ça m'a fait changer 2-3 trucs. Pour en revenir à la course, Alex, donc c'était Ultra 01, t'es parti en flèche et ensuite t'as connu un petit coup de pompe après Nantua. Enfin, t'es parti comme une bombe, t'as un peu explosé entre les mains pour reprendre tes mots. Est-ce que t'avais déjà eu des tels coups de pompe sur des courses comme tu as pu connaître là, parce que tu as passé 18-19 heures derrière, assez compliqué? Est-ce que c'est un état auquel tu étais habitué? Et puis est-ce que dans ces moments-là, est-ce que l'abandon, ça devient une option? Est-ce que ce sera jamais l'option? En tout cas, tant que c'est pas vital. Wow, il y a trois questions. Ouais. Là, j'ai remis une pièce pour la prochaine demi-heure. Ouais, grave. Alors, partir comme une bombe puis exploser. Bon, généralement, ça va ensemble, hein, on va pas se mentir. Ceux qui partent comme une bombe et qui n'explosent pas, c'est très très rare. Jim Walmsley est là pour nous le prouver chaque année sur l'UTMB et il nous le prouvera encore quelques fois, je pense. Mais non. Donc, partir comme une bombe et exploser, c'est logique. Et parfois, elle explose pas. Et là, il explose juillet. Le record. Et ça va arriver. C'est ce que je souhaite à Jim, c'est qu'une année ça passe et ça va être énorme quand ça va passer. Donc c'est normal d'exploser très vite. Et cette année-là, effectivement, c'est juste après Nantua, donc ça va être vers le kilomètre 25-30 où avec la nuit, mon énergie a disparu et en fait, je suis tombé dans un trou noir, un trou de forme qui maintenant, avec l'expérience en 2022, fin 2022, début 2023, je le sais, c'est que ça va revenir. Mais là, ce n'est pas revenu. C'est-à-dire que en fait, ça n'a été que de la pente descendante en termes de forme du kilomètre 23, je crois, à la sortie de Nantua, donc jusqu'à l'arrivée, donc 150 bornes de pente descendante. Le fait que ce soit aussi tôt, ça te préoccupe? Tu arrives à occulter ça? Non, tu arrives à dire ça va revenir même s'il en reste 150? Je pensais que ça allait revenir. Ouais. Et au bout du 100e kilomètre, je pensais encore que ça allait revenir. Et au bout du 130e, je pensais que ça allait revenir. Au bout d'un moment, tu fais bon, ça reviendra pas. trop tard. En fait, 2021, est-ce que j'avais pas encore assez d'expérience pour savoir que ça passerait quand même. Donc il y a eu plus des doutes sur le fait de me faire rattraper, que je me disais que quelqu'un pouvait être plus fort que moi. Je me disais pas que j'allais pouvoir abandonner parce que c'est impensable pour moi d'abandonner.
Le bon exemple, tiens, on va faire un biais, mais c'est peut-être la diagonale de cette année où je pense abandonner et j'abandonne pas. J'étais convaincu et j'abandonne pas. Et quand tu arrives à l'arrivée et que tu t'es rendu compte que tu aurais pu abandonner, mais au final, tu termines 100e, ça va, c'est pas très grave. C'est quand même un truc de. Je comprendrai jamais, enfin si je le comprends et je le comprends pas, de ces personnes qui abandonnent. Je parle de ces personnes, allez, les élites, les élites qui abandonnent alors qu'ils peuvent terminer la course. Je dis pas que c'est des peintres, je dis pas qu'ils sont en faiblesse ou qu'ils sont un peu dans leur petit cocon quand je dis ça, mais c'est pas grave de faire 240e d'une course. Ça va même pas toucher à ta cote ITRA, ton index UTMB. Les sponsors, je pense qu'en réalité, ils préféreront cette belle histoire de toi qui termine plutôt que de toi qui abandonne encore pour la 5e fois. Et donc, je comprends pas pourquoi. Il y a peut-être une bonne raison. Je pense que c'est parce que c'est des gens qui sont plus justement dans la recherche de ultra haute performance et que moi je connais pas ça et donc c'est un axe, un prisme que j'ai pas dans ma vision. Mais donc pour moi, dans ma vision de la course à pied, c'est impossible d'abandonner tant que c'est pas devenu impossible. Tant qu'il y a une lueur de possibilité, je ne veux pas pouvoir abandonner. J'ai abandonné 2 fois. J'ai abandonné sur l'UTMB quand je m'étais fracturé le pied et il y a eu voilà, je me fracture le pied au kilomètre 50, j'abandonne au kilomètre 123, donc il y a eu un moment avant que ça devienne impossible déjà. Et peut-être que j'aurais même peut-être pu aller au bout. Hein. Avec le recul, je pense que j'aurais pu aller au bout. Mais c'était devenu pour moi impossible dans l'état dans lequel j'étais. Et pareil en Corse où je me fais l'entorse de ma life et je pense que là j'aurais même pas passé les barrières horaires. Mais donc abandonner, impossible. Exploser parce qu'on est parti trop vite, c'est totalement normal. Et avoir des grands moments moins bien. De 18h, je crois que c'est la seule fois où ça m'est arrivé d'être aussi pas bien pendant aussi longtemps. Et j'en retire énormément de choses positives parce que ces grands moments de moins bien ils font que l'année suivante j'ai eu quasiment pas de moments de moins bien et les moments où ça a commencé à décliner, je me suis surtout dit putain faut pas que ça recommence comme l'année dernière, faut pas que ça recommence comme l'année dernière et donc tu vas chercher autre chose, soit par l'alimentation, soit par de la musique, soit par de l'autodivertissement. Tu te racontes des histoires où moi je chante beaucoup, j'ai mes écouteurs et d'ailleurs il a été saoulé, hein. Il y a un mec qui m'a filmé pendant 7 heures avec quelqu'un qui faisait un live à côté je lui ai souvent dit attends excuse-moi, soit on discute mais là je vais me mettre dans ma musique et il m'a entendu chanter et moi je m'entends pas mais quand je hurle du Céline Dion ou du Patrick Bruel au milieu de la montagne, le moment pour lui il doit être long. Mais donc, non, il y a pas mal de petits ressorts qui me permettent à moi de réussir à tenter d'éviter ces moments de moins bien, mais pourtant j'en ai encore. Et juste le but du jeu maintenant, c'est de les minimiser au maximum. Tu sors gorgé de confiance d'une course comme celle-là, là, quand ça se complique très tôt et que tu te dépasses et que tu fais les 140 km qui restent à bout de bras et à bout de jambes? Ouais, clairement. Moi, mon truc préféré, c'est quand le lendemain, je retourne au bureau. Et juste, généralement, entre le métro et mon bureau, il n'y a rien, il y a 800 mètres à pied. Je suis en costume, etc. Je fais putain, là, hier, j'ai gagné un ultra, quoi. Et là, tu vas au bureau et là, tu vas te mettre devant Excel et tout le monde s'en fout. et donc, il y a ces petits moments de surconfiance, de heureux d'un accomplissement qui m'arrive à chaque fois. Et peu importe ce qui se passe, même si je gagne pas, ou la course se passe pas bien, je suis toujours heureux de me dire, waouh, écoute, c'était cool ce week-end. Voilà, point, stop. Et c'est terminé. Les gens au bureau, ils savent qui tu es globalement, à part ton équipe proche? Ouais, tout le monde. En fait, même cette année, j'ai été mis un peu en avant par ma boîte. On a eu un séminaire pro qui était sur le thème de l'inattendu, ce qui était très intéressant. Et moi, je trouvais que tout ce qu'ils étaient en train de raconter dans l'introduction, le PDG de notre boîte qui était à mort sur, là, on a rencontré une crise qui était totalement inattendue, etc. Et moi, je faisais dans ma tête, au moment où il leur racontait beaucoup de parallèles avec ma pratique de la course à pied. Et à la fin de la séance plénière, là, devant les 450 collaborateurs, je me prends, je vois une vidéo qui démarre, je fais ah putain, ça c'est moi ça. Et là, je me suis dit, tiens, ils vont féliciter peut-être les 2-3 employés qui ont fait des trucs qui sortent de l'ordinaire. Et là, je fais, ça dure vraiment longtemps sur moi. Ah d'accord, il y a un montage complet, d'accord. Et il commence à m'appeler sur scène, etc. Et donc vraiment imprévu pour le coup. Et totalement imprévu, inattendu. Et donc tu vois, sur un podcast comme ici, là, je peux me lâcher, je peux utiliser n'importe quel vocabulaire, quel mot, etc. Là, face à toute ta boîte, qui sont donc certes
beaucoup des amis, mais quand même des collaborateurs, des opportunités professionnelles pour plus tard, les gros directeurs, les actionnaires de ta boîte. Tu peux pas te dire n'importe quoi, donc c'était un exercice aussi intéressant, mais avoir un parallèle qui a été créé par mon entreprise entre l'inattendu et moi, ma façon dont je vis l'ultra trail et à quel point en fait l'ultra trail c'est 100% de l'inattendu à chaque fois. Et qu'en fait le seul but du jeu de l'ultra trail c'est de réduire l'inattendu et de se le rendre le plus attendu possible, mais ce n'est impossible d'y arriver. Et j'ai trouvé ça super intéressant comme approche. Et donc oui, forcément maintenant ils me connaissent tous et je sais que je suis pas mal suivi. Sur l'UT4M, je suis passé devant la baraque d'un des mecs qui bosse pour l'agence de Grenoble de mon entreprise Il avait les fumigènes. Grosso modo, il avait sorti le camion de ma boîte et il avait les warnings allumés, etc. Donc ouais, c'est un petit côté sympa ça. L'UT4M, tu viens d'en parler, c'est notre deuxième course. Oh là là, Alex, quelle transition. non, mais incroyable. Et tout ça, c'était totalement inattendu. Tu as encore des adjectifs devant toi, il doit en rester 8. L'UT4M, Il y en a plusieurs, mais je pense que qui se tenait au mois de juillet. Donc on va pas très mettre, loin de la précédente. non, bon, de toute façon, elles sont toutes pas très loin de la précédente ou de la Ouais. prochaine à chaque fois. Là, on parle de 6 Bah, c'est la jours. plus enchaînée. La plus enchaînée. La plus enchaînée. Parce que même, je l'ai fait plusieurs fois UT4M, mais les 2 dernières fois, c'était quand même très enchaîné avec avant et après, quoi. 6 jours après. Juste pour en planter le décor, donc toi, tu as fait la 160 extrême, donc c'est une course qui se tient au mois de juillet et permet de découvrir les 4 massifs qui entourent Grenoble et son agglomération, donc le Vercors, le Taillefer, Beldon et la Chartreuse, soit successivement 38,2, 49,6, 48,2 et 41,2 km pour chaque massif et 11 500 mètres de dénivelé positif. On va parler de 4M, là, c'est le principe de cette course. Je te propose de parler d'un artiste qui n'en compte qu'un, Mathieu Chédid, alias M, pour notre question qui pique. Mathieu Chédid courrait 4 fois 20 km par semaine. Tu vois, c'est 4M à lui. Est-ce que ça serait vrai ou pas, ça, d'après toi? Attends, t'es en train de me dire qu'il court, Mathieu Ouais. Attends, c'est une vraie question? C'est une vraie question qui pique. Il n'y a pas de jeu de mots là-dedans. Il n'y a aucun jeu de mots. Enfin, il y en a un peu sur M, 4M, mais il ferait 80 bornes par semaine, vu son physique, et je pense que non. Eh ben, c'est visiblement vrai. En tout cas, c'est ce que dit son père. Ouais, c'est un malade de course à pied. Il a même fait un semi-marathon, tu vois, en 2011. Ça remonte un peu. 1h47. Je pensais qu'il n'aurait pas le temps. Je pensais qu'il n'aurait pas le temps dans sa vie. Bah comme quelques artistes, j'avais rencontré aussi Amir là, qui ont vachement besoin de sport aussi dans les tournées incessantes là où tu vadrouilles à droite à gauche, qui ont besoin d'avoir un ancrage et que le sport et la course à pied. J'aurais dit justement que peut-être que ça les fatiguait trop par rapport à quand tu vois les bêtes de scène qu'il fait, où lui c'est peut-être 3 heures sur scène, mais en termes d'énergie ça suce quoi. Ouais. Ok. Non, voilà, moi aussi je l'ai découvert en préparant l'émission, tu vas chercher un truc autour de M et ben voilà. Mais je dis M. Alex, donc c'était ta deuxième participation en 2021 à cette UT4M, donc 6 jours seulement après l'Ultra 01. C'était quoi cette idée derrière cet enchaînement? Est-ce qu'il y avait un truc de dépassement, d'aller dans tes retranchements? Est-ce que c'était une certaine forme de défiance par rapport à ce qui est considéré comme souhaitable en termes de délai entre 2 ultras? Est-ce que c'est surtout une histoire d'amitié par rapport aux organisations de la course? Voilà, qu'est-ce qui fait qu'on fait 2 ultras en 6 jours? Il y a un peu de tout ça. Effectivement, il y a l'amitié, c'est-à-dire que je suis devenu maintenant très ami avec les organisateurs de l'Ultra 01 et avec Claude, un bénévole, maintenant directeur de course d'ailleurs de l'UT4M, un des directeurs de course. Donc il y avait déjà être présent pour honorer le dossard, parce qu'effectivement en fait, on s'est retrouvé en 2021 avec des reports de dossard de l'année d'avant, et donc la réalité logistique elle est là, hein. La réalité logistique c'est juste que j'avais des reports de dossard et que j'ai pas voulu dire non à l'un ou à l'autre, et donc je suis allé sur les deux. Il y a de ça, le fait que derrière ça puisse permettre de faire dire oui voilà, effectivement je respecte votre règle de pas plus de 2 ultras par an. Bon, il se trouve que moi c'était la semaine voilà, j'ai respecté la règle, si on oublie que j'en ai fait avant et après, mais oui voilà, ça permettait aussi de dire vous voyez, votre règle elle est bien, mais c'est faux. Il y avait un peu d'incertitude quand même, tu étais physiquement un peu émoussé, donc ouais. J'étais complètement incertain, c'est-à-dire que tu termines un ultra, même si moi je suis habitué à recourir le lendemain, est-ce que tu vas réussir en une semaine à est-ce que tu vas pas te blesser sur la première et ça va être très compliqué sur la deuxième, 2, récupérer physiquement, 3, récupérer au niveau de l'énergie. Première réponse, ne pas se blesser, j'ai réussi à pas me casser la gueule sur l'Ultra 01, à pas me faire vraiment mal, donc c'est bon. Récupérer mon physique sur 6 jours, ça paraît dingue, mais en 6 jours je me suis rendu compte que c'était possible de physiquement quasiment totalement récupérer. J'avais plus aucune douleur articulaire ni musculaire 6 jours après. Là, tu fais quoi pour ça? C'est-à-dire, tu dors 14 heures par nuit, tu fais des soins, des trucs? Même pas, parce que je bossais entre les deux, moi. Je crois que je suis arrivé le samedi de l'Ultra 01.
Le lundi matin, j'étais au bureau et le vendredi, c'était la course à 16h. Donc non, j'étais au boulot. Et généralement aussi, voilà. Ça va répondre et me donner le troisième axe, c'est récupérer l'énergie en 7 jours. Ça, c'est impossible. Alors que je me suis reposé, j'ai pas fait la teuf, pas trop. J'ai dormi comme un dingue entre mercredi et vendredi. J'ai dormi comme un dingue avec les horaires de bureau, hein, mais le plus possible. Mais j'ai le souvenir du vendredi, le départ est à 16h de Cessin. Je crois qu'à 14h, j'y vais et j'ai l'impression de partir avec des cernes fatiguées et je bâille. Et tu dis, ça va être long, là je pars. L'UT4M, je l'avais déjà fait en plus l'année d'avant, je sais à quel point c'est un des plus exigeants, les plus longs, les plus durs. Ils annoncent il s'appelle 160, le truc. Ils annoncent 75 chaque année. Moi, j'ai plus de 180 km au compteur. Plus, là, ouais. Et t'as toujours 1000 mètres de plus à peu près en dénivelé. Cette année, là, ils annonçaient encore. Ils avaient été plus sympas. Ils annonçaient 10 000, on était à 11 000. Et là, cette année, ils annonçaient 11 500, on était encore à 12 000 et des brouettes. Donc, t'as toujours un peu plus. Ce qui est très bien. Mais donc, je savais que ça allait être long et dur. Et donc, partir en se sachant fatigué, c'est. Tu sais que ça va être très, 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 très long, quoi. Et ça l'avait été et au final dans mon souvenir donc je termine 3e cette année-là et là je sors de l'Ultra 01 et de l'UT4M, je gagne l'Ultra 01 et je fais podium sur l'UT4M et je me dis ok, donc maintenant tu peux enchaîner 2 ultras et être sur le podium des 2, c'est possible et t'es pas mort et puis le lundi matin après t'es au bureau et donc cet aspect de enchaîner, j'ai dû le refaire plus tard dans l'année entre la diagonale et l'Ultra Maxi Race, pareil, avec 5 ou 6 jours de différence. Et même constat, physiquement, pas de problème. Le vrai problème est l'énergie et la charge mentale que tu t'imposes. Ça, c'est un truc, c'est peut-être ça le truc le plus notoire. Le plus dur dans tout ça, c'est de refaire sa valise. C'est d'arriver, lancer les lessives, le machin, le truc, re-regarder le nouveau matériel obligatoire parce que c'est pas le même entre les 2 courses, refaire sa valise, reprendre le train, remettre son message d'absence sur Outlook. C'est vraiment ça en fait. Le plus fatigant, c'est pas d'être dans la montagne, quoi. C'est dur, oui, physiquement, etc. Mais le plus fatigant, c'est tout ce qui est autour. Et donc, ce qui m'a fait du bien, c'est qu'après, je devais être mi-juillet. Après, pendant 5-6 semaines, j'avais pas de course avant l'UTMB. C'était de pas avoir à faire ma valise, de prendre le temps, de pas avoir à reprévoir ce que je devais faire et donc il faut être tellement rigoureux en fait pour l'ultra et ça devient pour moi c'est devenu une mécanique donc c'est moins prenant que les premières fois mais les premières fois c'était 3 ou 4 jours d'anticipation pour mes petites affaires etc. Maintenant je suis capable de les faire 1 heure avant de partir mais il y a quand même ce truc là où je suis obligé de passer par toutes ces étapes pour pouvoir partir sur un ultra parce que sinon je ne suis pas prêt et donc ça quand t'enchaînes ça c'est vraiment le truc le plus dur. Toujours sur le enchaîné, il y a eu l'année suivante, moi je vais en parler, mais là cette année, donc j'ai refait l'Ultra 01, j'ai fait l'UT4M, cette fois-ci il y avait 1 mois entre les deux je crois, donc c'est beaucoup plus simple à gérer, mais cette année j'ai enchaîné l'UT4M extrême et le 40 Chartreuse le lendemain, donc ça c'était un autre type d'enchaînement qui est vachement marrant à faire. J'avais calculé qu'en faisant l'extrême et si j'arrivais à le faire assez rapidement, c'est-à-dire en moins de 30 heures, ça me permettait d'arriver le samedi soir à Grenoble, enfin fin de journée. Et en fait, sur l'UT4M, tu as soit le formule de le faire d'un coup, les 4 massifs, soit tu peux faire un jour un massif et c'est tu reviens à Grenoble tous les soirs et tu repars le lendemain exactement matin. Donc le 40 Chartreuse, le 40 Taillefer, le 40 Beldon et le 40 Vercors en premier et Chartreuse en dernier. Ouais. Et donc moi je l'avais fait en entier une fois d'un coup, j'arrive, je prends quelques bières, la logistique toute préparée à l'avance, mais j'avais prévu le lendemain de repartir avec mes potes faire le 40 Chartreuse, donc de refaire le dernier massif. Avec ceux qui le faisaient le dimanche matin et donc là c'était une autre épreuve. Tu termines un ultra, tu gagnes la course, tu veux le record, il y a la bonne ambiance, tu bois des bières et tu dois quand même t'arrêter de boire des bières et de faire la fête parce que il faut que tu te réveilles à 4h du mat le lendemain et que tu reprennes le départ d'une course. Et alors ça c'était un vrai délire hein, parce que je rentre, tu te douches à l'arrache, etc. Tu reprépares tes petites affaires pour le lendemain. Tu as déjà fait le job. Le job, il est déjà fait. Et tu dis, allez, vas-y, on va quand même y aller. Tu dors 3 heures, tu te réveilles, t'as mal comme jamais. Tu reprends le départ de la course. Finalement, musculairement et articulairement, ça allait à peu près.
Le vrai problème était que j'avais eu des ampoules de dingue la journée d'avant, ils n'avaient pas eu en 3 heures ou 4 heures de sommeil, ils n'avaient pas eu le temps de cicatriser, donc je souffre un petit peu. Mais ce qui était très très particulier, c'était que donc moi, ma première course de l'extrême n'était pas encore terminée, donc il y avait encore plein de participants, il n'y avait même pas la moitié des participants qui étaient arrivés. Et donc en fait, je me retrouvais à redoubler des gens de ma propre course qui eux étaient encore dans la première course et qui se faisaient doubler par le mois. C'était comme un peu si j'avais l'impression qu'il y avait je sais pas, une dichotomie, mais ce truc-là un peu de retour vers le futur où je pouvais me croiser moi-même dans mon propre passé. Et c'était assez drôle. Et donc là, j'avais un peu profité le lendemain où tu vois, je m'arrêtais avec les gens, on parlait. Et c'était assez amusant de repasser sur les lieux du meurtre, sur les lieux du crime quelques heures plus tard, en le revivant un petit peu autrement et sans cette fois-ci le tenter d'être tout devant, quoi. Et quand tu te relances, là, quand tu es sur la ligne de départ, tu te demandes ce que tu fais là ou tu es très à l'aise avec l'idée et puis Ouais, j'étais à l'aise. C'est ludique, c'est un jeu. Ouais, c'était complètement un jeu. C'était complètement un jeu. Et puis j'ai accompagné des amis, donc et puis rapidement j'ai vu que physiquement ça allait et que je m'amusais, que c'était pas je voyais que les autres objectifs, il y a chemin de croix, mais c'était pas un chemin de croix. C'était vraiment juste un plaisir et je me suis bien amusé et j'ai pris mon temps. Et puis là, cette fois-ci, je m'arrêtais au ravito, je discutais un peu avec les gens. Donc non, c'était un super souvenir. Et c'était aussi dans la préparation mentale de se dire qu'un jour, j'aimerais bien faire ce fichu Tour des géants. Et j'avais jamais fait, moi je dors jamais sur mes courses, j'avais jamais fait de dormir quelques heures et repartir, et donc là c'était une manière de le faire peut-être un peu plus étiré, mais ouais, c'était une bonne première découverte de qu'est-ce que c'est que de faire un ultra avec 180 bornes et 12 000 et de réenchaîner le lendemain avec 40 et 3 000 avec quelques heures de sommeil très peu entre les deux. C'était une super expérience et j'ai très bien vécu. Et tu me dirais qu'il fallait en rajouter encore un autre bout derrière, j'aurais, je pense, pu le faire. Donc ça m'a rassuré sur le temps déjà. Ouais, la vraie triplette. Mais j'avais calculé, je pourrais faire un 40. Peut-être, faudrait que je regarde. Mais je peux faire le 40 le jeudi, faire l'extrême le vendredi et le samedi, et repartir le dimanche faire le dernier 40. Donc je pense qu'il y a moyen de le faire. Avec une possibilité. Après, est-ce que j'ai envie? C'est autre chose, c'est un autre délire. Parce que gagner le grand au milieu, voilà, si on a couru 40 bornes et 3000 le jour d'avant, je pense pas que ce soit possible. Là, l'enchaînement des deux ultras dont on a parlé, l'Ultra 01 et l'UT4M de 2021, est-ce que le 1+1, là, ça vaut 3 là, en termes de récup? Une fois que tu as enchaîné les deux derrière, t'es plus que proportionnellement détruit par l'effort physique d'avoir enchaîné les deux? Est-ce que la semaine suivante, elle est encore plus dure ou finalement Non, sincèrement, elle est exactement comme s'il n'y en avait eu qu'un seul. Il y a juste récupérer l'énergie et récupérer en fait la volonté de ok, stop, là je viens d'enchaîner. La charge mentale, c'est vraiment cette charge mentale de récupération, d'être en vacances, de rien faire. Ça a fait du bien derrière. Parce que le vrai souci était là physiquement. Au bout de 5-6 jours c'était bon. Généralement moi au bout de 5-6 jours c'est bon, j'arrive à peu près à récupérer ma forme de physique d'avant-course et j'arrive à re-atteindre une espèce de pic de forme. Généralement c'est entre 14 et 20 jours après. Donc idéalement moi pour que je sois en forme, que je sois à 100%, que je parte à 120% sur un ultra, il faut que j'en ai fait un 3 semaines avant. C'est le moment où je suis encore le plus performant. Tu recours très vite après, tu retrottines très vite après un ultra. Le lendemain généralement le lendemain, si je suis pas dans les transports, j'aime bien recourir le lendemain parce que ça me permet de... décrassage footballistique. Ah bah je sais pas si c'est des décrassages, moi je le vois autrement, c'est-à-dire que t'as forcément mal, on va pas se mentir, t'as mal, et juste les endroits où tu vas avoir mal, tu vas te rendre compte que c'est les endroits sur lesquels t'as peut-être forcé ou... Voilà, les endroits où c'est pas passé. Quand c'est dû à une chute, ça sert à rien d'analyser ça. Mais quand c'est dû, tiens, j'ai vraiment mal là cette fois-ci à la cuisse droite. Pourquoi j'ai mal à la cuisse droite? Essayer de retracer sa course, comprendre pourquoi tu as peut-être compensé ou suragi, ou peut-être que c'est quelque chose qui... Je suis pas là-dedans, mais là, c'est marrant, hier soir, j'ai envoyé un message justement au kiné. D'habitude, je vais le voir que quand je peux plus courir, et là, je lui ai envoyé un message en mode bon, est-ce que tu veux pas me faire une petite liste d'exercices et de renfort musculaire? On se voit, histoire que j'arrive... qu'on aille fracasser un petit peu 2-3 ultras l'année prochaine. Et justement je lui dis j'aimerais bien qu'on travaille mes faiblesses et je commence à les connaître, ces faiblesses, parce que quand en lendemain de course t'as toujours mal au même endroit, sur la même cuisse ou au dos, au tel endroit, ça veut dire que là il y a une faiblesse et que je dois pouvoir la renforcer et la travailler musculairement pour arriver encore plus qu'à 100% d'habitude. Donc non, les lendemains c'est comme ça que je le vois. On n'a pas parlé du tout de ce sujet-là, mais la nutrition, notamment sur la partie récup, est-ce que tu es discipliné là-dessus ou c'est aucune règle particulière? Enfin, tu n'es pas particulièrement vigilant sur te reconstruire après
comme il faut? Alors j'essaie de mieux manger au sens où je mange très très mal d'habitude. C'est-à-dire que j'ai un peu tendance à être le citadin qui bouffe industriel. Donc j'essaie de mieux manger. Après, dans la réalité, après les courses, je suis dans un espace de relâchement terrible. Qui fait que je surmange gras, je surmange trop salé, je fais bien la fête, donc il y a de l'alcool, il y a beaucoup de grignotage H24, mais en fait c'est juste parce que en termes de calories, si je n'avale pas tout ça, moi je pourrais pas tenir parce que je me bouffe, je bouffe entre 2 et 3 heures par jour de course à pied, peu importe que ce soit un lendemain d'ultra ou pas. Pendant les ultras, je pioche un petit peu dedans et je le vois, ne serait-ce que physiquement, je perds vraiment mes 4 kilos à chaque fois. Mes 3-4 kilos, je les perds et je le vois que j'ai perdu toute forme de gras. La difficulté, c'est que vu que j'enchaîne beaucoup de courses et qu'il y a beaucoup de relâchement d'après-course, en fait, je pense que 2022 a été un espèce de grand relâchement en fait, toute l'année, où je me suis retrouvé à mal bouffer quasiment pendant toute l'année, parce qu'il y a eu très peu de périodes où je me disais, bon là, il faut que tu arrêtes de mal bouffer quand même, parce que tu es en train de regrossir, mais... tous les moments où je commençais à regrossir, boum, il y avait un nouvel ultra qui remettait la barrière à zéro. Donc je pense que là, c'est plus pour ma santé, que pour les performances physiques, où il va falloir que je commence à faire un petit peu plus attention, donc à mieux manger, en termes d'apport en calories, rester au même niveau parce que j'en ai besoin, mais à mieux manger parce que se manger mal pourra déclencher des trucs pas bons pour moi pour le futur. Donc voilà, faire un petit peu plus attention sur la qualité, c'est... peut-être manger autant mais mieux, ça va être peut-être les petits trucs à changer ou que j'essaye de changer. On a 2 doigts des résolutions là. On est à 2 doigts des résolutions, mais en fait j'ai déjà prise. Moi j'attends pas les nouvel an pour le truc, mais j'ai déjà prise. Après là, si on va dans ma cuisine là, tu vas voir, oui, il y a des bretzels, des chips, non, il y a plus de saucisson parce que je l'ai avalé, mais voilà, cette bouffe là elle y est encore, mais c'est pas la pire quoi. En fait j'essaie d'enlever la mauvaise bouffe au sens industriel du terme, avec les conservateurs, avec les choses comme ça quoi. Et sur la course en elle-même, est-ce que tu sais toi-même t'auto-gérer très bien? Est-ce que tu es accompagné? Est-ce que tu as des plans de nutrition qui sont très établis? Ou est-ce que c'est toi, feeling, anticipation, et puis tu te gères, tu remets les niveaux quand il faut? Je vois dans tes yeux que tu me sens venir. Bien évidemment, j'ai un plan. Je suis très très précis. Je J'ai mesure. vu le Excel qui est affiché sur ta chambre. Ouais. Bien sûr. Et j'ai des balances pour mesurer au gramme près vraiment le sodium que je perds par rapport au chlorure de sodium que je devrais mettre dans mon corps. Donc c'est vraiment très très important. Non, je m'en bats totalement les steaks. J'ai trouvé la recette qui me va bien. J'ai appris tout seul. J'ai appris en me foirant. Quand on avait fait course épique la première fois, j'avais parlé de la diagonale où je pensais qu'il fallait manger que du sucré et j'étais pas au courant que le salé marchait permettait de marcher. Et donc là, je me suis retrouvé maintenant avec ma propre recette, c'est-à-dire que je sais que j'ai trouvé un truc qui fonctionne bien, qui est les 70 premiers pourcents, les 60 premiers pourcents de la course, j'essaie de manger le moins de sucré possible et le plus de salé possible. J'ai pas besoin forcément de prendre du consistant, c'est-à-dire de manger du riz, du poulet, des compotes salées d'une marque dont on ne citera pas le nom. C'est le Voldemort de la compote avec moi, c'est trop marrant. Il y a tout un sujet. Je me répands pas. Donc du salé sur toute la première partie, j'attaque le sucré le plus tard possible pour pouvoir en fait ne pas avoir à subir ces espèces de redescentes 1 heure après que j'ai consommé du sucre. De pas avoir les subir ou mieux les gérer. Au bout d'un moment, je vais rajouter du sucre et beaucoup de sucre, mais j'essaye que ça arrive le plus tard possible dans la course. Et maintenant, ce que j'arrive à faire, c'est que j'arrive à faire des courses sans avoir à bouffer du tout de consistant. C'est-à-dire que quand je sais que ma course va faire entre 15 et 20 heures, je n'ai pas besoin de m'arrêter et de manger du riz ou du poulet. Je ne peux manger que des compotes et des gels et ça va passer. Quand j'atteins 20-25 heures, je sais qu'il va falloir qu'il y ait un moment ou un autre où je me fasse un gros pas de riz, un gros pas de poulet. Et même, je me suis habitué maintenant à partir courir au quotidien après n'importe quoi. C'est-à-dire que tu me fais bouffer 3 kilos de saucisses et tu me dis d'aller faire un marathon. Maintenant, j'arrive à partir, à ne pas avoir de point de côté, à ne pas avoir de problème vis-à-vis de ça. Donc, le fait de l'avoir vécu à l'entraînement me fait que je peux le reproduire en course. Donc ça, c'est un peu ma formule. Et ce que j'ai rajouté cette année, donc en plus de cette grande partie de salé au départ et d'attaquer le sucré plus tard, c'est des boissons longue distance. Je connaissais pas du tout. Et j'ai l'impression, je sais pas si je le somatise encore, mais j'ai l'impression, je me le suis fait sur 4-5 courses,
que ça me permet de mieux vivre et de mieux gérer mes moments de moins bien que d'avoir de ces apports en continu et de manière moins violente que par l'alimentation, mais donc par l'hydratation. J'ai l'impression que ça fonctionne avec moi. Donc j'ai l'impression d'avoir trouvé ma recette parfaite. Comme à chaque fois, je pense qu'en 2023, il faudra que je teste un peu 2-3 nouveaux trucs. Donc je sais pas trop encore trop quoi tester. Mais c'est dur quand tu as trouvé une recette qui fonctionne d'essayer de la changer un petit peu pour voir si elle pourrait pas fonctionner mieux. Mais je vais continuer là-dessus. Donc l'idée c'est d'avoir de la stabilité et puis de passer le moins de temps en ravito concrètement. C'est aussi ça le bénéfice. Moi les ravitaux, je sais que c'est une erreur aussi, mais moins de temps j'y passe et le plus de temps je gagne sur les courses. Et je sais pas, cette année je me suis assis sur l'UTMB, l'année prochaine je m'interdis de m'asseoir. C'est à Courmayeur, là c'est beaucoup trop accueillant, c'est pas possible. Je veux m'interdire de m'asseoir. J'ai réussi à le faire sur la diagonale de pas m'asseoir parce que généralement tu t'assois parce que tu as besoin voilà, t'es dans un format où tu as une assiette, un bol, quelque chose avec des couverts et je me suis rendu compte que si j'ai pas ça, je n'ai pas besoin de m'asseoir. Et donc sur la diagonale ce que je faisais, c'est j'avais les ziplockers et j'arrivais devant les mecs qui me disaient mais prenez une assiette. Je fais non, tu me verses le truc dans le ziplocker et moi je vais courir. Et donc tu essayes de manger, c'est très crade hein, mais tu essayes de manger à peu près ce que tu as dans le ziplocker un peu à l'arrache et je le fais en courant après. Donc le moins je m'arrête, le mieux je me porte. On va parler du ravitaillement, ça fait un des sujets qui va être lié à l'assistance aussi, qui est une nouveauté. Troisième course, UTMB 2022, on fait un petit saut dans le temps, on se rapproche très franchement de ces derniers mois. Un petit adjectif pour l'UTMB. Alors, on a quoi la plus Kylianesque parce que cette course pour moi, je vois tellement Kylian en train de la courir et en train de la gagner que ça me dérange pas de lui dire qu'elle est Kylianesque. Petite présentation très rapide. Donc, c'est évidemment l'UTMB, c'est fin août à Chamonix. C'est une des courses les plus prestigieuses du calendrier annuel. Elle traverse 3 pays, cette course, la France, l'Italie, la Suisse et 9 communes. Une seule étape au départ de Chamonix sur un parcours de 171 km qui fait le tour complet du Mont Blanc. 10 cols à plus de 2000 mètres d'altitude sont au programme pour un dénivelé total de plus de 10 000 mètres. C'est une véritable institution, ça chacun le sait. Les athlètes élites et les autres viennent y chercher la performance de leur vie, ou en tout cas de l'année. Le temps de course pour les élites sera une 20aine d'heures chez les hommes et de 22 heures chez les femmes, enfin chez Courtney de Walter. Et pour certains amateurs, en revanche, il faudra parfois aller au terme des 46 heures et 30 minutes autorisées pour boucler cet incroyable défi. Petite question qui pique, c'est la troisième, Alex, t'es bientôt à mi-chemin. On reparle casquettes. Allez, à 5000 près, le plus grand nombre de casquettes détenues par une personne, voilà, dans le Guinness Book, le plus grand collectionneur ou la plus grande collectionneuse de casquettes. C'est une femme. Ouais. C'est une femme, très bien. Je suppose qu'elle est américaine. Bien vu. Et c'est des casquettes, en l'occurrence, c'est des casquettes de baseball qu'elle a achetées au fil des décennies. Par contre, dans le baseball, il y a des grands tarés. Là-bas, ils aiment bien cartonner les cartes de joueurs, généralement. Oh, ça doit être 80 000. 30 000. Ah ouais. Petite joueuse. Putain, ça doit faire... moi qui vois que déjà j'en ai un certain nombre, ça prend de la place. Elle doit avoir une baraque remplie de casquettes. Ouais, donc elle vit à Hambourg, qui est dans l'état de New York, bizarrement. Et non pas en Allemagne, on l'appelle Hat Lady, tu vois, elle a bien trouvé son nom. Et donc sa justification est quand même assez explicite. Quand on lui demande pourquoi elle a cette collection, elle répond I just like hats. Voilà. C'est assez clair et limpide comme raisonnement. Alex, c'est parti pour nous parler de ton UTMB. Enfin, c'est pas ton premier, tu y étais allé déjà en 2018. Tu nous as parlé tout à l'heure de cet abandon au kilomètre 123 après ta fracture. 2021, tu as fini 43e. L'UTMB, ça a quelle saveur pour toi? Est-ce que elle est aussi incontournable qu'elle peut l'être pour plein de gens? Enfin, voilà, dans l'esprit commun, l'UTMB est une course à part forcément et qui cristallise pas mal de faisceaux, pas mal aussi de tensions et de questionnements pour d'autres. Est-ce que toi, tu es attaché à cette course personnellement? Est-ce que c'est plutôt statutaire pour ce qu'elle représente comme accomplissement dans un parcours du trailer? Pour moi, c'est la finale de la Coupe du Monde. C'est juste ça, c'est juste la finale de la Coupe du Monde et donc c'est un truc... Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent la jouer quand tu as l'opportunité, ne serait-ce qu'un film, de pouvoir tenter de la jouer, faut absolument le faire parce que c'est ce qu'elle représente et ce que c'est en fait quand tu la cours, c'est immense. Et effectivement, il n'y en a aucune autre qui arrive à cette hauteur. Moi, j'ai 2 courses de corps qui sont la diagonale de l'UTMB et l'UTMB, c'est parce que c'est la finale de la Coupe du Monde. La diagonale, c'est pour d'autres raisons, mais l'UTMB, c'est pour ça. Et parce que tu joues en finale de la Coupe du Monde, donc à côté de toi, t'as Kylian Jornet, t'as Zach Miller, t'as Jim Wamsley, t'as Pau Capel, t'as Courtney. Cette année, les 2 années d'avant, je l'avais, mais
T'as qui on avait Megan, Megan, je me plante pas, la québécoise. Non, Marianne. Marianne. C'est un mélange des deux, mais Oui. quasiment, ouais. Marianne Que j'ai pu recroiser cette année, il y avait Katie, il y avait Germain, donc non, mais tu C'est-à-dire que t'as un peu des yeux de gamin aussi, l'UTMB. Est-ce que t'as ce côté-là aussi, finalement, où tu sors un peu de ta peau de coureur et d'athlète de haut niveau, on peut le dire, mais t'es au milieu d'athlètes pour certains. Donc, Kylian, tu avais, je pense, un poster dans la chambre, je crois. Ouais. Là, je n'en vois pas, mais... Non, bah, je les ai enlevés. Mais non, j'ai mis que des posters de moi, tu te doutes bien. Non, mais bon, forcément, t'essayes. En fait, il y a deux trucs. C'est oui, tu les regardes avec des grandes étoiles. Après, le personnage de Casquette Verte grandissant, je me rends compte à quel point parfois ça fait beaucoup, et surtout à Chamonix, ça fait beaucoup de sollicitations et de gens qui tout le temps, tu te sens regarder un petit peu. Et je me dis que pour eux, ça doit être mais juste enfin, il n'y a plus de relation humaine, quoi. Il n'y a qu'une relation de Kylian Jornet aux gens. Mais ce n'est plus une relation qui peut être humaine dans cette dimension-là. À ce moment-là. Et donc j'essaie surtout de pas si je dois parler avec Kylian ou avec quelqu'un qui est aussi illustre que notre bon vieux Kylian, j'essaie d'avoir une relation de homme à homme avec eux et pas de homme à élite, à étoile de ce sport. Parce que sinon en fait il y a rien de bien. Et donc je sais pas, j'ai Zach Miller que j'idolâtre totalement. Zach, je sais que il y avait son sac, il avait un petit truc, juste je lui ai remonté son petit truc sur son sac en tapant dans le dos, et il te lâche un petit merci, et puis voilà, tu vas pas lui demander une photo à ce moment-là. Donc c'est plutôt ce truc-là, quand tu te retrouves pour la première fois, tu te retrouves au milieu de eux. La première fois, tu le vis encore avec des yeux de attends, je profite de chaque moment, mais je me fais discret, mais je profite de chaque moment. C'est totalement fou ce que je suis en train de vivre, et je pense qu'il faudra que j'attende 2023 pour ne plus en avoir rien à faire, et que ce soit totalement normal. Mais il a fallu l'expérimenter une fois pour que ça ne le soit pas. Après, c'est sympa que ce soit pas normal aussi de se dire d'être privilégié, d'être au cœur de l'histoire avec ces gens-là, aussi près à leur contact sans que ce soit de l'idolâtrie, mais d'être conscient de la chance aussi, toujours. La chance, ça n'existe pas. Comment dire, c'est méritant ou c'est mérité, je sais pas, mais c'est Récompense alors. T'es pas là parce que justement t'as obtenu un privilège, c'est pas parce que t'as payé ton dossard plus cher ou quoi. Si t'es devant à l'UTMB, c'est parce que tu t'es donné les moyens pour pouvoir être devant à l'UTMB, quoi. Il y a ni plus ni moins, quoi. Il y a personne qui est là parce qu'il a fait des bisous à l'organisateur ou parce qu'il a, je sais pas, couché avec des personnes de l'organisation. Non, ça n'existe pas dans ce sport. C'est pas le Rolling Stone, on parle de ça, ouais. Ouais, voilà. Il y a pas de, c'est atroce. Mais il y a pas de, la réalité, c'est la cuisse, quoi. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais la réalité, c'est la cuisse. Ça va jouer là-dessus, et ça va se voir, hein, de toute façon, ça va se voir très très vite, hein, si le mec il est là alors qu'il devrait pas y être. Ça se voit tout de suite. On peut pas mentir en ultra. Cette course, elle est un peu particulière pour toi, Alex, parce qu'elle se plaçait finalement sur le chemin de la Diagonale des Fous. En gros, là, l'objectif, c'était pas nécessairement en soi une performance sur l'UTMB. J'imagine que tu as une idée derrière la tête, mais c'est une étape de la construction vers la Diag qui était l'objectif majeur cette année-là, c'est ça? L'année d'avant, je crois que je le fais en 26 heures et des brouettes. 26h42, oui. 42, et des brouettes, 42. Grosse brouette. Et donc, ce que je m'étais juste dit, c'est j'aimerais bien faire un petit peu mieux, améliorer mon temps, parce que j'avais foiré, selon moi, l'UTMB de l'année d'avant. Je l'avais foiré à partir de Champé. Donc, vraiment, mon objectif, il était de gagner un petit peu de temps par rapport à me sentir continuer à progresser. Et surtout, c'était de réussir là où j'avais failli l'année précédente, et qui était donc de réussir à partir de Champé jusqu'à Chamonix. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ça, j'en suis très content. Mais ça s'est encore mieux passé que prévu, parce que je pense que je dois gagner quasiment 4 heures de différence. Et sur un UTMB, c'est beaucoup. Surtout quand on va déjà vite la première année. Et oui, clairement, je suis arrivé sur l'UTMB en disant qu'il faut faire mieux. Je me suis pas dit qu'il faut faire moins de 23 heures. Et je pensais pas que c'était possible de réaliser l'UTMB tel que je l'ai réalisé sans me mettre l'UTMB comme énorme objectif. C'est-à-dire que je suis arrivé, ce n'était pas mon objectif. Mon objectif était de faire un petit peu mieux que l'année dernière, mais globalement, c'était surtout ne pas se blesser, ne pas se refaire une fracture avant la diagonale qui était 7 ou 8 semaines, je pense, après. C'était vraiment ça que j'avais en tête. Et comme à chaque fois que ça se passe bien,
Et plus ça se passe bien et plus tu es avancé dans la course. Quand tu arrives à champer finalement dans les temps de faire 23-24 heures, bah, tu te fais un peu attraper au jeu et tu te dis bah tiens, je vais essayer d'accélérer là, finalement je l'avais mal vécu, cette année je peux le faire en accélérant. Et quand tu arrives à Trian et que ça se passe toujours bien, bah attends, quitte à avoir avancé aussi bien, ça serait con de gâcher ce truc là. Et quand tu arrives à Valorcine, oh attends, je suis 21ème, il y a 2 personnes dans le ravito, si je pars tout de suite que je prends pas le ravito, je rentre dans le top 20 de l'UTMB. Et donc tu te fais attraper par ce jeu et je me suis fait attraper et ça s'est royalement bien passé sur les 23 heures. Il y en a que 2 qui se passent pas bien dans le Grand Col Ferré et tout le reste ça déroule et il y a eu des grands moments de plaisir, c'est-à-dire que moi qui suis un très mauvais descendeur, sur la dernière Sainte Trinité, là, quand tu vas de Champé à Trian, Trian à Valorcine, Valorcine à Chamonix, tu te prends en fait 3 plus 1000, moins 1000, plus 1000, moins 1000, plus 1000, moins 1000. Dans les 3 descentes, à chaque fois, je me suis vu voler et courir comme jamais j'ai couru en descente. Et t'es au kilomètre 100, je sais pas, 150 ou 140 et t'es pleine balle dans une descente. Voilà, j'arrive à faire ça et c'est normal et ça marche. Et donc là, c'est réellement tu parlais de pas se surprendre. C'est peut-être les rares moments où je me suis peut-être mon physique m'a surpris et que t'en es arrivé là et ça passe pas sans difficulté, mais ça paraît pas très compliqué la date à 16 km/h en descente. Et ça, c'est intéressant. Et est-ce que ça peut être lié au fait que c'était pas l'objectif aussi? Est-ce que le fait qu'il y ait un peu de relâchement et de détachement par rapport aux enjeux que pourrait y avoir autour de la course, ce soit pas l'objectif A de l'année, est-ce que ça a pu alléger un peu la petite charge mentale et permettre ça? J'aimerais me dire que non, mais je pense que oui. Je pense que oui, et c'est d'ailleurs pour ça où en 2023, en fait, je pars dans un nouveau mood. Mon mood est de me dire, bon, déjà, j'y allais pas à chaque fois en me disant, tu vas prendre à la gorge tous tes adversaires et comme un chien les tordre dans tous les sens pour pouvoir gagner les courses. J'ai jamais été comme ça, mais il y avait quand même toujours dans l'idée, tiens, ça serait mieux de faire de l'année, mieux que l'année d'avant ou quoi. Mais il y avait quand même un objectif, et de toute façon, si moi je m'en donnais pas, j'avais les réseaux sociaux pour m'en donner. Hein. C'est-à-dire que tu dois passer pendant 3 semaines, ce qui est totalement insupportable, mais pendant 3 semaines, tu as les rois des pronostics qui se jouent, et tu prends, tu prends sur toi, à essayer d'expliquer aux gens que non, tu ne feras pas 5ème de l'UTMB, que tu es 125ème cote ITRA au départ, et donc ça ne peut pas le faire. Donc les gens s'occupent de mettre de l'objectif pour toi, donc on garde cette charge mentale, peu importe. Et donc là, c'est pour ça 2023, j'ai essayé de faire un truc que je vais appeler objectif free. C'est je vais en 2023, mais j'y vais en sandales, quoi. J'y vais en sandales, claquettes, chaussettes. Je n'en ai plus rien à faire et je vais essayer d'aller sur les courses de manière totalement détendue. Ne plus jamais penser au classement, ne plus me retourner en course, faire ce truc insupportable de j'ai beau avoir un quart d'heure d'avance, je me retourne pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui revient. Ce qu'on voit beaucoup soit sur le Tour de France où tu as tendance à dire au mec mais arrête de te retourner, quoi, ça ne sert à rien, tu vas pas gagner du temps parce que tu te retournes. Donc je ne veux plus avoir à me retourner, et donc pour ne plus avoir à me retourner, il faut que je me fiche de tout ça. Donc je vais partir dans un mode en 2023, que ce soit sur l'UTMB, la Diag, en mode totalement, je n'en ai rien à faire du classement, je n'en ai rien à faire de ma perf. Cours comme tu sais courir. Et on va voir, soit ça va être un échec de le penser comme ça, parce que peut-être qu'il faut se foutre la pression pour que la bière jaillisse, soit ça va me permettre d'être plus détendu et on verra les résultats, s'il y a des résultats en ne se mettant pas la pression. Donc, ça va être assez intéressant, ça va être mon nouveau truc de 2023. Dans les nouveaux trucs de 2022, il y a eu sur cette UTMB l'assistance avec Cécile Bertin. Voilà, ouais. On connaît tes points de vue sur l'assistance. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils ont évolué en tout cas avec le temps et à l'usage, mais voilà. Faut le faire interdire. Faut que ça soit interdit, qu'il n'y ait plus d'assistance, que plus personne puisse l'utiliser, parce que c'est vraiment l'assistance. C'est je veux avoir de l'ice tea parce qu'il y en a pas sur les ravitaux et moi je veux de l'ice tea. Et voilà à quoi me sert de l'assistance. Je l'ai fait, l'UTMB sans assistance, je l'ai fait avec. J'ai fait des courses avec et sans assistance et j'en suis pas mort de l'avoir fait sans. Et le seul truc, si je prends une assistance, c'est juste parce que si les autres en ont, oui, je perds du temps. C'est vrai. Mais si personne avait d'assistance, on perdrait tous à peu près le même temps. Donc on la jouerait tous un peu plus loyal. Donc moi, je suis pour l'interdire. C'est vraiment c'est simple et complet.
on va On survivre. parle des élites, là on regarde vers le haut, mais pour les gens qui sont en queue de Mais tout le peloton, monde, mais non, etc. parce que moi, il n'y a pas d'élite ou pas élite, hein. Moi, au départ d'une course, tout le monde a 2 bras, 2 jambes. Si tu veux gagner, il suffit d'être plus rapide que François Daen ou Kylian Jornet généralement. Voilà la règle à l'UTMB, c'est ça, hein. Si tu veux gagner, il faut être plus rapide qu'eux. Mais eux, ils n'ont pas une 3e jambe, ils n'ont pas un 4e bras, ils n'ont qu'un cœur, ils ont que 2 poumons. Tout le monde est sur un pied égalitaire, parce que si on part par là, si on fait une différence entre les élites et les pas élites, Kylian Jornet, il est peut-être ultra habitué, lui, à être en montagne, donc peut-être que lui, effectivement, il n'aurait pas besoin de tout ce matos obligatoire. Et ça serait logique, même d'un point de vue sécuritaire, de faire que lui, s'il a besoin de moins de trucs, il en prend moins, et peut-être que quelqu'un qui est vachement moins habitué à la montagne, un citadin, aurait peut-être besoin de plus. Mais là, ça serait logique humainement, mais ça serait pas égalitaire. Et vu qu'on a besoin d'égalité pour pouvoir faire un classement avec le chrono, il faut que tout le monde parte avec la même chose, et donc on fait un règlement obligatoire qui est le même pour tous. À partir du moment où il doit être le même pour tous pour que ça soit une course égalitaire, et dans ce cas-là, soit on supprime des trucs pour tout le monde, soit on les rend obligatoires pour tout le monde. Mais l'assistance, soit il faudra la rendre obligatoire, et donc tout le monde en a une, soit il faut l'interdire et personne n'en a. Mais que certains en aient, parce que tu as la chance d'avoir ton compagnon, ta compagne qui peut le faire, voilà, c'est bien. Moi, jusqu'à rencontrer Cécile, j'en avais pas, parce que je n'ai aucun pote, moi, qui font de la course à pied et qui ont envie de se taper une assistance sur l'UTMB. C'est rien de plus relou, quoi. Enfin, oui, certes, c'est une expérience pour certains, mais en réalité, moi, mes potes, j'ai des potes, 90% de mes potes ne courent pas, et je leur demande de Et fin le août, faire. ils sont à la plage. Mais bien sûr, non, mais ils sont à Saint-Jean-Cap-Ferrat, ils sont où tu veux. C'est plus bouteille de rosé en Magnum que Grand Col Ferré à Arnova, quoi. c'est des ambiances très différentes. Mais donc je suis pour l'interdire de manière comme ça, au moins, déjà ça fera un peu plus vrai, quoi. Parce que ouais, ça me sert à rien. Pas porter mes gels ou avoir du Ice Tea, je vais pas mourir si c'est pas là, quoi. Donc ça m'amuse beaucoup de le faire, mais je le fais parce que les autres le font, et c'est une certaine débilité. Et en plus, c'est Germain qui avait parlé de ça. Il y a un aspect où écologiquement, on en est à l'UTMB à fermer des routes, etc., pour pas que ce soit le bordel, pour pas qu'il y ait 10 milliards de voitures qui tournent. Mais quand pour moi, j'ai une bagnole qui m'a suivi, c'est totalement débile. Je vais de Chamonix à Chamonix, tous les 10-15 bornes, j'ai de l'eau, j'ai des bénévoles qui sont déjà en position. C'est organisé pour qu'il y ait plus de 2000 personnes qui passent, et ça passe très bien. J'ai pas besoin d'avoir une bagnole qui fait 200 bornes dans la vallée de Chamonix, qui est déjà assez polluée comme ça, de larves, qui me suit, qui brûle le gasoil autour. Donc même d'un point de vue écologique, c'est un non-sens. Donc supprimons ça. Personne gueulera, c'est pas très grave. Les plus grands athlètes, ça ne leur dérangera pas, hein. Ils savent, s'ils font l'UTMB en 20 heures avec l'assistance, qu'ils le fassent en 20h40 sans assistance, ça ne changera pas la vie. Le record sera peut-être plus battu, et si le record il est battu, justement, alors là, ça sera encore plus beau, parce qu'on saura que ça a été fait avec ou sans assistance, quoi. La partie assistance, il y a la partie très logistique. J'ai à peu près mon idée de la réponse à la question, mais il y a aussi une dimension, un moment de cocon, un peu de chaleur, de venir chercher des mots pour se relancer. Toi, c'est des choses dont tu peux avoir besoin à des moments quand tu as des passages comme Grand Col, etc., qui sont compliqués, ou des passages de course plus durs. Est-ce que des mots peuvent avoir un impact, un ravitaillement? Est-ce que ça peut avoir ce côté électrochoc, ou est-ce qu'on parle juste de te transmettre la bonne flasque, de changer ton sac s'il faut ou autre? Est-ce que c'est des trucs purement logistiques, ou est-ce que tu vois des vertus aussi à cette dimension-là plus psychologique? Est-ce que toi, tu es en attente de ça, ou est-ce que tu t'es fait tout seul et puis finalement, tu t'autogères aussi là-dessus? Je me suis fait tout seul et je m'autogère, ça c'est certain. Il y a toujours cette phrase, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul, qui est ancrée en moi. Mais j'aimerais me dire que les mots ne servent à rien, mais les mots servent, et j'en suis persuadé, que ce soit les mots, les gestes, les regards. Là, à quoi je pense précisément? Je pense à Champé. À Champé cette année, où c'était... je suis arrivé, je reprenais du monde, j'étais bien, j'étais en forme. Mais les 10 dernières minutes avant d'arriver à Champé, je sais pas pourquoi, j'ai eu un gros down. Et merde, quoi, wow, j'arrive à Champé, j'ai mon gros down à ce moment-là, alors que ça doit être le moment où je vais devoir vouloir accélérer. Et en fait, il a fallu que c'était pas Cécile, là, c'était ma copine, mais il a fallu d'avoir un regard, un bisou et un petit vas-y, c'est maintenant. Et ce truc-là, ça a permis de redéclencher en moi. Je sais que les préparateurs mentaux ont beaucoup ça, il faut se trouver un déclencheur, et en fait qui est tout le temps le même.
Je me rends compte que ça existe. Juste, j'ai pas envie d'en user. J'ai pas envie que ça en devienne une méthode, parce que c'est mieux que ça reste comme ça assez naturel et fluide. Mais oui, donc là, ça a servi et je suis persuadé que voilà, quand on voit plus les personnes qui sont au milieu de peloton, ou que ce soit des papas ou des mamans et qui ont leurs enfants sur le bord et qui disent bon, mon gamin il m'a dit vas-y papa, ou pourquoi t'abandonnes papa, et que dans le déclic ou maman, le déclic de ah bah attends, je peux pas le faire devant eux, ou avec ce qu'ils viennent me dire c'est pas possible. J'en suis persuadé que là ça a une importance, mais ça traduit peut-être une faiblesse en fait, d'avoir besoin de ce truc là en plus. Ça traduit peut-être une faiblesse de si tu n'en as pas besoin, ça veut dire qu'en fait tu n'as pas cette faiblesse. C'est beau. Je sais pas si c'est beau, mais c'est assez terrible de se dire que c'est tellement plus cool de faire les trucs tout seul, d'y arriver tout seul. C'est tellement plus valorisant pour soi. J'adore les trucs d'équipe, etc. De se dire qu'on a gagné ensemble, mais Cécile m'en voudra pas, mais l'UTMB c'est moi qui l'ai couru. Mais t'as l'impression qu'on pourrait t'enlever une partie de ta réussite, le fait que tu puisses la partager en tout cas. Je pense aussi. Ouais, je pense. C'est ça que tu veux pas. Tu veux la devoir qu'à toi-même dans son intégralité. Exactement. Comme quand on me dit ou quand on dit d'un athlète non mais c'est parce qu'il avait des chaussures, des prototypes ou des trucs comme ça, mais oui, peu importe la chaussure, hein, c'est pas la chaussure. Tu mets des chaussures différentes à Kylian, ça reste Kylian. Il a pas besoin de chaussures meilleures que les autres. Elles vont pas le faire courir plus vite. Ça c'est du marketing. C'est pas la réalité. Et donc ce truc de se dire que ça a été possible grâce à quelque chose d'extérieur, c'est énervant. C'est le sujet du dopage. Le dopage, en fait, on interdit aux gens de prendre certains produits parce que ça leur permet d'être meilleurs que les autres, mais c'est juste parce que c'est pas égalitaire. Tout le monde serait dopé, il y aurait pas de problème. Donc enlevons tous ces trucs en plus. Je dis pas qu'il faut courir l'UTMB tout nu et sans chaussures, mais enlevons tous ces trucs en plus qui donnent l'impression que ça nous aide, parce que dans la réalité ça nous aide pas tellement. Tu m'enlèves l'assistance. L'UTMB de l'année dernière, il n'y a pas grand chose qui change. Il y a juste un petit peu moins de confort. Et alors ? L'UTMB, un jour, il y aura un objectif de classement ou autre. Est-ce que tu cherches quand même, tu parles de finale de Coupe du Monde, est-ce qu'un jour tu as un rêve de top 10 sur l'UTMB, ou est-ce que c'est complètement satellite de ce que tu décris, de tes attentes pour 2023? C'est pas la direction que ça prend, mais est-ce qu'il y a quand même ce truc d'un jour avoir une position, briller évidemment cette année, là tu étais dans le top 20, est-ce que 18e pour être tout à fait précis, est-ce que c'est un rêve en soi, un objectif absolu? Bon, alors pas sur l'UTMB, mais sur la diagonale, je m'étais enfermé dans ce truc-là, parce que allez, un an après ma première diagonale, j'avais dû me dire, ou même quelques mois après, j'avais dû me dire, pour répondre bêtement, je pense que ce soit un journaliste ou un truc sur les réseaux, on avait dû me dire quand c'est que t'arrêteras ou est-ce que t'as envie d'arrêter, et j'avais dit, bon, mais le jour où je fais top 10 sur la diag, j'arrête. Et je m'étais dit ça à l'époque parce que pour moi c'était impossible. Ça allait jamais arriver. Donc tu sais, c'était t'arrêteras quand les poules auront des dents, quoi. Mais voilà, peut-être que dans 1000 millions d'années elles en auront. Mais moi je m'étais dit voilà, ça n'arrivera pas. Donc ça me permettra de pas avoir arrêté. Le défaut c'est que je sais que maintenant je m'en approche. Et est-ce que j'ai vraiment envie d'arrêter? Est-ce que j'arriverai à faire top 10 et à arrêter? Donc je me suis enfermé dans ce truc là et c'est devenu tout un truc, toute une pression, une charge mentale de se dire il faut faire top 10, top 10, top 10. Donc c'est pour ça que même ça je veux me le supprimer, parce que sinon en fait ça en devient terrible. Et surtout là cette année en 2022 je le vois très bien, mais le classement est pas tellement important sur si tu veux juger de la valeur d'une course, surtout sur l'UTMB en format long comme ça. Je sais que faire sub 23 heures, je pense qu'on doit être moins d'une cinquantaine à l'avoir fait sur Terre, quoi. Et donc je sais que ça a une valeur, et que l'année d'avant j'aurais été top dans le top 10, plein d'années j'aurais été dans le top 10 avec ça, mais que là le niveau monte et que j'ai fait 18e ou 45e, sub 23 heures, j'ai trouvé ça intéressant. Et donc de me dire que je vais y retourner l'année prochaine en me disant tu fais peut-être que tu sais faire. Et peut-être que ça va être légèrement mieux, que ce soit en termes de temps ou de classement. Peut-être que ça va être terriblement pire, que je vais terminer en 40 heures et que je vivrai l'expérience autrement, mais ça m'étonnerait pas que ça puisse arriver. Je ne serais pas surpris de m'approcher du top 10 si ça se passe bien. Alex, ça fait déjà un bon moment qu'on échange, c'est un super moment. Je te propose qu'on fasse une petite coupure et de donner rendez-vous à nos auditeurs dès la semaine prochaine pour la suite de tes courses épiques.
Yes, nickel, là, c'est parti pour ce que je fais pas d'habitude. Là, on va s'arrêter au ravito, on va se laisser un petit peu de temps, quelques jours, à toi de voir combien de jours tu voudras mettre entre les 2 épisodes, et on se retrouve pour la suite, à la prochaine livraison de ton podcast. C'est parti, on remplit les flasques, rendez-vous dans pas très longtemps. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique. Évidemment.